Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais commencer à vous lire l'ouvrage La Synarchie ou le vieux rêve d'une nouvelle société par Jean Saunier. Alors, sommaire. Une réalité insaisissable. D'une synarchie à l'autre. La presse collaborationniste, l'affaire du 13 décembre, de Marcel Déat à l'épuration. Une interprétation de l'histoire contemporaine, une censure réactionnaire, réticence des historiens, synarchie et technocratie. Politique occulte et occultisme politique, jésuites et francs-maçons, les sages de Sillon, le roi du monde. Un marquis inspiré, Saint-Yves d'Alvèdre, une curieuse destinée, une œuvre étrange, de hautaine prétention. La synarchie comme volonté, la théorie des fonctions sociales, les institutions synarchiques, comparaison avec les idées du temps. La synarchie comme représentation, la loi de l'histoire, les législateurs traditionnels, l'histoire synarchique. Destin de l'œuvre synarchique, réformer les institutions de l'Europe, changer le cours de l'histoire de France. Pour aborder le XXe siècle, un document révélateur, où n'est pas la synarchie, où la chercher. Permanence de la synarchie occultiste, les problèmes du martinisme, Steiner les veilleurs, le schéma de l'archétype social. Du pacte synarchique au mythe de la synarchie, qui sont les auteurs, les états généraux de la jeunesse, le rôle des anti-maçons. Synarchie et crise économique, entre les deux guerres, le Front populaire, l'économie dirigée sous Vichy. Synarchie et crise spirituelle, la recherche d'une élite, la pensée de Coutreau, le rêve de l'unité. Synarchie et crise politique, extrême droite et synarchie, le régime de Vichy, les idées de la résistance. Qu'est-ce enfin que la synarchie ? Il y a beaucoup d'artifices nécessaires dans le travail par lesquels nous adoptons la réalité à notre intelligence. Georges Sorel dans Réflexions sur la violence. Les dessous politiques ou politico-religieux de l'occultisme contemporain et des organisations qui s'y rattachent de près ou de loin sont certainement plus dignes d'attention que tout l'appareil fantasmagorique dont on a jugé bon de s'entourer pour mieux les dissimuler aux yeux des profanes. René Guénon, le théosophisme. Une réalité insaisissable. Au petit matin du 24 janvier 1937, un homme qui promenait paisiblement son Fox avenue du Parc des Princes fut assassiné en quelques minutes par un tueur habile et qui disparut aussitôt. Le comité secret d'action révolutionnaire, entré dans l'histoire sous le nom de Cagoule, que lui attribua par dérision un collaborateur de l'Action française, avait ordonné ce crime, tout comme il fera assassiner à quelque temps de là les frères Rosselli. La victime s'appelait Dimitri Navakin. Banquier bien connu parmi les spécialistes, il avait acquis auprès des milieux nationalistes la réputation d'un agent soviétique déguisé. N'avait-il pas dirigé une banque à Moscou avant d'être à la tête de la Banque commerciale de l'Europe du Nord, qui passait pour être un organisme du commerce extérieur soviétique ? N'avait-il pas trouvé audience chez les partisans du Front populaire dont il était devenu un conseiller écouté en matière économique ? N'était-il pas franc-maçon et martiniste ? Ce crime souleva beaucoup d'émotions. Une émotion d'autant plus grande d'ailleurs que ces motifs n'étaient pas très clairs et ne furent pas exposés par les auteurs du forfait. Aussi se dit-on très vite que seuls de puissants et mystérieux intérêts inconnus du vulgaire pouvaient l'expliquer. Quelques années plus tard, on vit donc surgir une thèse selon laquelle la cagoule n'aurait été dans cette affaire que l'agent d'exécution d'une autre organisation beaucoup plus mystérieuse qu'elle, la synarchie. Navakin, informé des dessous de la finance et initié au mystère des sociétés secrètes, aurait été réduit au silence parce qu'il avait découvert l'existence de la synarchie, ses soutiens financiers, ses complices qu'il surveillait. Cette hypothèse, qui circula sous l'occupation, devint pour beaucoup une certitude lorsque furent révélés d'autres crimes attribués aux synarques, crimes considérés comme d'autant plus probants que leurs inspirateurs étaient moins connus. Ainsi, le suicide entre guillemets de Jean Coutreau, curieux homme, polytechnicien, homme d'affaires, philosophe, unijambiste, en proie au rêve d'une rénovation totale de la société, un suicide bien sûr, mais allez savoir, on peut être contraint au suicide. D'ailleurs, ces deux secrétaires, Franck Théalé et Yves Paringot, n'ont-ils pas eu des morts étranges, qui n'ont certes pas fait l'objet d'informations judiciaires ? L'impunité n'est-elle pas la preuve de la toute-puissance de ceux qui perpétrèrent ces crimes ? Il y a encore l'assassinat mystérieux, vraiment mystérieux celui-là, de Constant Chevillon, un homme de lettres doux et affable, qui était aussi le grand maître de l'organisation paramaçonnique dénommée
ordre martiniste et par là même fort au courant des implications occultistes de la synarchie. Si l'on en croit la rumeur publique, ces 5 cadavres seraient ceux d'hommes qui, à un moment ou à un autre, auraient été dans une situation leur permettant d'en savoir long sur cette mystérieuse organisation, et d'ailleurs cette dernière, en les assassinant, n'aurait fait que mettre à exécution la menace contenue dans l'avertissement qui ouvre le document pompeusement dénommé Pacte synarchique révolutionnaire pour l'Empire français. Toute détention illicite du présent document expose à des sanctions sans limite prévisible, quel que soit le canal par lequel il a été reçu. Le mieux en pareil cas est de le brûler et de n'en point parler. La révolution n'est pas une plaisanterie, mais l'action implacable régie par une loi de fer. C'est une citation. Ce préambule serait-il l'aveu de ces crimes impunis? Qui sont alors ces redoutables synarques? Que veulent-ils? C'est bien sûr à ces questions que doit répondre ce livre à la suite d'une longue enquête. Aussi convient-il que, dès l'abord, on appelle l'attention sur un point important. La réponse à ces questions sera complexe, à l'image de l'énigme posée, mais c'est pour une raison très simple. Comme son fils présumé, le technocrate est toujours réputé sans entrailles, le synarque est toujours sans aveu. Personne, en effet, jamais n'a reconnu son appartenance à une société politique secrète dénommée la synarchie. Discrétion remarquable dans ce domaine politique où chacun estime que ce qu'il fait savoir importe plus que ce qu'il fait, et qui devient tout à fait exceptionnel si on songe à la fierté immense et bien légitime que pourrait inspirer la participation à une entreprise aussi étonnante et qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire. Car cette synarchie aurait été capable de s'emparer des plus importants leviers de l'État, de saboter de l'intérieur l'œuvre socialisante du Front populaire, de préparer de longues mains et à la barbe des fins limiers de la sûreté l'effondrement militaire et politique de la Troisième République, assez habile pour prendre le pouvoir sous Pétain et le conserver sous De Gaulle, assez puissante pour inspirer aujourd'hui le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas comme en d'autres temps ceux de François Darlan ou de Pierre Mendès France, invisible, conquérante, inébranlable et impunie, puisqu'en 50 ans, nul n'a jamais eu le loisir de la trahir ou de l'accabler. La synarchie serait donc une donnée politique permanente, une puissance plus forte que tous les régimes. D'ailleurs, petite parenthèse à ce propos, c'était André Ardelais qui, il me semble, dans le Seuil du Jardin, disait « Vous avez dû sentir derrière les apparents changements extérieurs des régimes politiques cette permanence des idées. » Le lecteur ne s'étonnera donc pas de ce que la quasi-totalité de la littérature qu'il a pu parcourir à son propos soit faite de dénonciations partisanes, véhémentes et indignées. Il aura d'ailleurs souvent constaté que, suivant une logique très particulière, un grand nombre d'auteurs ont fait, de l'absence d'aveu de la part des synarques, l'aveu décisif de leur cynisme et de leur puissance, la preuve par excellence que cette synarchie n'est pas une organisation ordinaire, franc-maçonnerie ou compagnie du Saint-Sacrement, mais une société secrète supérieure, ce qui explique et excuse que l'on ne puisse administrer, en ce qui la concerne, aucune preuve matérielle, mais seulement exhiber son intime conviction. Il s'ensuit, le champ étant libre pour toutes les hypothèses tôt façonnées en certitude, que les synarques ont été présentés sous les apparences les plus diverses, quelquefois les plus hétéroclites, technocrates, adhérents d'une sorte d'opus dei, ministre de Vichy, ultra de la collaboration, résistants de l'organisation civile et militaire, cinquième colonne, jésuites, réactionnaires et valets du patronat de droit divin, intégristes, membres du MRP, partisans de la troisième force, pianistes de l'entre-deux-guerres, néo-socialistes, adhérents de Patrie et Progrès ou du Grand Prieuré des Gaules, groupe de Bilderberg, gaullistes de gauche, c'est-à-dire à peu près n'importe quoi, car cette liste, on le verra, est loin d'être exhaustive. L'important est que pour tous ceux qui la dénoncent, l'action des synarques soit une évidence. Trait quemque sua voluptas. Tout se passe comme si chacun avait son synarque, ennemi intime, familier, flatteur même, puisqu'il est supérieurement intelligent, commode, puisqu'il permet de ne pas chercher plus loin l'explication des ressorts profonds de la politique, c'est-à-dire de l'histoire. Entre ces crimes redoutables et impunis et cette débauche de théories contradictoires, où est la vérité sur la synarchie? Pour le savoir, il ne faut pas craindre de s'aventurer dans une sorte de descente aux enfers de la logique, afin de voir clairement quelles obsessions ont été dénommées synarchie depuis qu'on use de ce terme, de procéder en un mot à une sorte de phénoménologie de la synarchie. Ce n'est qu'après ce premier tour d'horizon qu'il sera possible de résoudre le problème. Mais il importe de souligner qu'aucune solution satisfaisante ne pourrait être apportée si, comme l'ont fait tous les auteurs précédents,
ont négligé un des deux domaines où se rencontre la synarchie, politique et occultisme. Il faut voir les deux ensemble et tenir solidement chacun des deux bouts de cette étrange chaîne, qui, elle, est unique, car elle est faite d'une même logique, d'une même représentation de la trame des destinées humaines. C'est de ce point de vue qu'on examinera donc, sur ces deux plans, l'idéologie et l'action des synarques réels ou supposés. Il deviendra alors possible de s'interroger légitimement sur le point de savoir si, aujourd'hui encore, certains faits politiques ne trouveraient pas à s'expliquer par l'action de la ou d'une synarchie, chef d'orchestre invisible, d'un mystérieux complot international. Quelque idée qu'on se fasse de la synarchie en abordant cet essai d'explication, c'est-à-dire qu'on la tienne pour une réalité solide ou pour un assemblage hétéroclite de croyances vaines, il est nécessaire qu'on ne perde jamais de vue qu'elle est d'abord une représentation de ce qui meut l'histoire, et que par conséquent cette représentation est d'autant plus heurtée et plus contradictoire que les faits politiques qu'elle veut expliquer ont été plus violents et plus incompréhensibles. On ne s'étonnera donc pas que ce terme ait eu son cours le plus libre et son grand succès quand les Français abasourdis ont tenté de s'expliquer les faits survenus dans leur pays entre 1940 et 1945. D'une synarchie à l'autre. Dans quelles conditions le mot de synarchie apparut-il dans le vocabulaire politique français? Pour le savoir, il suffit d'ouvrir les journaux qui paraissaient en France sous l'occupation. Un grand nombre d'entre eux se mirent à partir de 1941 à dénoncer avec des révélations sensationnelles la criminelle entreprise des synarques. Force est de reconnaître que la plupart des personnages qui se livrèrent à cet assaut quasi quotidien contre les forces occultes, entre guillemets, étaient loin d'être remarquables sous le rapport de l'intelligence et de la vertu, et n'inspirent que rarement la confiance. Au premier rang d'entre eux, il faut citer Pierre Costantini, ancien héros de la Première Guerre, qu'un anticommunisme viscéral avait conduit à cagouler au comité secret d'action révolutionnaire. Il avait au surplus réjoui le monde politique lorsqu'en juillet 1940, il avait déclaré personnellement la guerre à l'Angleterre. Fondateur d'une Ligue française d'épuration, d'entraide sociale et de collaboration européenne, je cite, le programme est clair, il fut aussi l'un des signataires avec Déa, Deloncle et Doriot du premier appel pour la Ligue des volontaires français contre le bolchevisme en juillet 1941. Son journal, L'Appel, fut un des plus orduriers de toute la presse dite collaborationniste, à tel point d'ailleurs que Costantini fut à la Libération reconnu responsable pour insuffisance mentale. Reconnu irresponsable, pardon. C'est en tout cas dans cette feuille que parut le 6 juin 1941 une des premières allusions publiques à la synarchie désignée comme la plus secrète et la plus nocive des loges maçonniques. Peu après, en août 1941, paraîtront de plus substantielles révélations sous la signature de Paul Riche, un ancien vénérable de loge converti à la Révolution nationale et à l'antimaçonnisme. À vrai dire, ce factum ne renseigne guère que sur la véhémence et les hantises de son auteur, qui conclut « J'accuse une bande organisée d'avoir fomenté un complot contre la vie et l'avenir de la patrie. Les accords de Montoire ont été sabotés par la synarchie. Entre autres buts, le mouvement synarchique poursuit la sauvegarde des intérêts juifs. » La synarchie est donc alors représentée comme un nouvel avatar de l'entreprise attribuée de longue date aux sages de Sion, entre guillemets. Les dénonciations de Paul Riche ne sont qu'une nouvelle formulation de l'antisémitisme le plus vulgaire. Elles sont donc caractéristiques d'un des premiers usages du mot. Mais elles valent encore d'être mentionnées en raison des commentaires auxquels elles ont ultérieurement donné lieu et qui, pour leur part, sont très révélateurs de l'étrange mythologie de la synarchie. À la Libération, en effet, Paul Riche, moins heureux que Costantini, fut condamné à mort et exécuté. Excellente occasion pour certains d'élaborer un roman. Henri Coston, par exemple, n'a pas craint d'affirmer que les tribunaux de l'épuration n'ont pas manqué les antisynarchistes, et encore que par sa mort, Paul Riche avait payé, je cite, non seulement sa trahison envers le Grand Orient, mais aussi ses révélations sensationnelles sur la synarchie. Ce sont des choses que l'on ne pardonne pas. Fin de la citation. L'insinuation, qu'on dirait plaisante si la réalité n'était tragique, ne peut être sérieusement retenue pour deux raisons. La première est que les tribunaux de l'épuration n'eussent pas été fâchés de retenir le synarchisme parmi les chefs d'inculpation, et l'on verra que la question fut évoquée dans de nombreux procès. Et bien que leur anti-synarchisme ait été d'une toute autre tendance politique que celui de Paul Riche, on ne peut dire qu'il les ait conduits à accabler ce dernier. La deuxième raison est que le collaborateur de l'Appel et du Pilori avait à payer, comme dit Henri Coston, une longue suite d'appels au meurtre, dont certains étaient d'ailleurs proches de la démence.
Qu'on en juge par ce morceau choisi, je cite, « Mort aux Juifs, mort à la vilainie, à la duplicité, à la ruse juive. Mort à l'argument juif, mort à l'usure juive, mort à la démagogie juive, mort à tout ce qui est faux, sale, laid, répugnant, négroïde, métis, juif. » C'est le dernier recours des hommes blancs traqués, volés, dépouillés, assassinés par les sémites et qui retrouvent la force de se dégager de la formidable étreinte. Mort, mort aux Juifs. Oui, répétons-le. Mort, mort aux Juifs. Là, le Juif n'est pas un homme, c'est une bête puante. On se débarrasse des poux. On combat les épidémies. On lutte contre les invasions microbiennes. On se défend contre le mal, contre la mort, donc contre les Juifs. Fin de citation. Il faut assurément une certaine innocence pour affirmer que l'auteur de ces lignes n'a payé de sa vie que ses révélations sur la synarchie, d'autant que l'ensemble de ces articles est de la même eau. Mais il y a plus encore, ces divulgations, entre guillemets, avaient été soumises à la censure des autorités d'occupation qui n'avaient vu aucun obstacle à leur publication. Elles mettaient pourtant en accusation le gouvernement de Vichy, à commencer par Pépucheux, ministre de l'Intérieur. À vrai dire, il n'y a là aucune contradiction, si l'on admet que les censeurs allemands ne pouvaient que souscrire à tout ce qui servait la cause de la collaboration totale, fût-ce en dénonçant la tiédeur de certains ministres du maréchal en ce domaine. Il est frappant de constater que ce comportement des censeurs allemands, qui s'explique de manière logique, a donné lieu à des interprétations tout à fait irrationnelles qui me paraissent significatives des inductions abusives que le lecteur doit s'attendre à rencontrer souvent quand il s'agit de la synarchie. Pour Geoffroy de Charnay, l'auteur auquel ont par la suite recouru systématiquement tous ceux qui ont écrit sur la question, et l'un des principaux responsables des confusions généralement répandues à son propos, il est évident que les autorités d'occupation, qui n'ont jamais cessé d'accorder une protection soutenue et efficace au mouvement synarchique français, avaient laissé passer ces articles de divulgation en vue de pouvoir observer les réactions qu'elles allaient susciter, d'une part, et peut-être aussi à titre de semonce en vue de réchauffer le zèle des grands affiliés qui étaient alors dans les conseils gouvernementaux de Vichy au moment où commençait la guerre germano-russe, c'est-à-dire la vraie, la seule guerre. Peu de temps après, un autre auteur qui a consacré sa vie à pourchasser la synarchie dans tous les domaines, Roger Menvet, va systématiser cette thèse en affirmant, toujours sans l'ombre d'une preuve, que les premières dénonciations de la synarchie furent inspirées par les plus hautes influences de la synarchie. Désireuse, le pouvoir étant pris, la République étranglée et le pouvoir clérical installé, d'épurer les cadres du mouvement et de dévier le ressentiment populaire vers d'autres entités responsables. Tant de machiavélisme force l'admiration. Car à suivre nos auteurs, il faut soupçonner de synarchisme tous ceux qui dénoncent l'action de la synarchie, au moins autant que ceux qui font silence à son propos. En matière de synarchie, nul n'est innocent. Mais avant de s'engager dans les voies tortueuses peuplées d'émissaires et d'agents mystérieux, il est indispensable de scruter le contexte politique de cette affaire pour voir si en lui-même, il ne fournit pas des indications plus rationnelles sur le comportement des groupes et des forces politiques en présence. Or, ce contexte politique est relativement clair. Le 13 décembre 1940, Pierre Laval, chef du gouvernement, a été renvoyé par le maréchal à la suite d'une conjuration dans laquelle prédominent des amis de l'Action française, dont plusieurs étaient aussi des anciens de la cagoule. Tous les auteurs sont aujourd'hui d'accord, et les ministres compromis dans l'expulsion de Laval n'appartenaient pas tous à l'Action française, mais les mesures décisives et irréversibles furent bien prises par des sympathisants comme Dumoulin de la Barthette et Alibert. Les groupes de protection qui les exécutèrent, créés par le colonel Groussard, étaient conduits par des anciens dirigeants du CSAR, tels Métainier et Henri Martin. C'est d'ailleurs ce dernier, mort en 1969, après avoir conduit jusque sous la Ve République une attitude de comploteur patenté, trop connue pour être sérieuse, qui dans l'hiver 1940-1941 met en branle toute l'affaire. Dès la constitution du gouvernement Darlan en février 1941, il se rendit compte que la tendance qu'il représentait, et qui s'était donné bien du mal vis-à-vis de l'opération du 13 décembre, avait tiré pour d'autres les marrons du feu. Les nationaux, désireux de se débarrasser de Laval, qui était trop l'homme des Allemands, avaient agi, mais c'était une autre équipe, celle du gouvernement Darlan, qui prenait le pouvoir. Aussi, Martin et ses amis jugèrent-ils que leur rang avait été noyauté, voire gangréné, par une conjuration habile, d'où les premières notes mises en circulation sous le manteau pour dénoncer l'action de la synarchie. Quant aux amis de Laval et aux tenants de la collaboration étroite avec le Reich, ils ne saisirent pas davantage la complexité de l'affaire et se mirent à dénoncer les membres du gouvernement Darlan comme les inspirateurs du 13 décembre.
Deux tendances politiques assez différentes reprirent chacun de son côté les accusations de synarchisme pour attaquer le nouveau gouvernement. Ainsi s'explique le fait que la plupart de ceux qui, en 1941, se posent en dénonciateurs de la synarchie aient été liés au Rassemblement national populaire, RNP, fondé en février, dans lequel les deux tendances sont représentées par Marcel Déat, l'ancien socialiste, et par Eugène Deloncle, l'ancien cagoulard, assisté de Jean Filleul, qui avait été mêlé étroitement à l'assassinat de Navakin. Ce n'est évidemment pas par hasard si, dès sa création, le RNP lance contre le gouvernement Darlan une campagne dans laquelle on retrouve tous les arguments qui seront, à peu de temps de là, repris contre la synarchie. Le gouvernement est accusé de tous les maux qui accablent la France à cause du 13 décembre. Juifs, maçons internationaux et financiers le dirigent occultement. Jean Luchaire dénonce avec fougue sa duplicité synarchique. Je cite : « À l'instant où le gouvernement maintient à son poste René Belin, l'homme des pétroliers de Londres et de New York, où il nomme pour les négociations franco-allemandes l'homme qui est l'un des principaux associés de la banque juive, il affirme sa volonté de collaboration avec le Reich. » Fin de citation. Tel est alors le contenu politique immédiat des accusations de synarchisme. Mais avant que le mythe ne s'impose, il faudra une longue campagne politique dont le protagoniste principal va être l'ancien néo-socialiste Marcel Déat. On possède sur le rôle de ce dernier un document essentiel pour une bonne compréhension de cette première phase de la synarchie, l'ouvrage que lui a consacré l'un de ses anciens collaborateurs, Georges Albertini, qu'il me paraît indispensable de citer longuement, car il décrit fort bien les démarches intellectuelles des dénonciateurs de la synarchie. Après avoir exposé que Déat ne pardonnerait pas à Darlan d'avoir été le complice du coup du 13 décembre, dont il le soupçonnait même d'avoir été l'investigateur, il dit que son grief principal contre l'amiral était d'avoir été l'artisan de l'arrivée au pouvoir de la synarchie. Il avait la conviction qu'il partageait avec beaucoup d'autres qu'un gouvernement occulte se dissimulait derrière le gouvernement légal, auquel il avait délégué quelques-uns des siens et qui tirait les ficelles de la politique officielle. Je cite : « Ce n'est pas ici le lieu d'établir que la synarchie n'a jamais existé. Déat pensait rigoureusement le contraire. Il l'écrivait souvent sans avoir jamais eu la moindre preuve de l'existence de ce gouvernement occulte. Déat pensait également qu'un certain nombre de ministres étaient délégués par elle pour faire triompher sa politique. Comme il ne savait pas très bien lesquels, il désignait au hasard les ministres techniciens ou polytechniciens. C'est ainsi qu'il comptait parmi les synarques Pucheux, Boutillier, Berthelot, Lehideux, Bichelonne, avant de le connaître, Barnaud, Baudouin, Jacques Leroy-Ladurie, Guérard, Benoît Méchin et même Marion, ce qui est plus surprenant encore. Cette liste n'était pas immuable. Elle s'étendait au gré des informations incontrôlées et des propos de salles de rédaction à court de copie. Le sens de la dénonciation est donc clair. La synarchie première manière est pour Déat poussée au pouvoir par la banque Worms. Il aurait écrit « la bande Worms » qui depuis le 13 décembre tenait le haut du pavé à Vichy. Ceci inlassablement répété en des dizaines d'articles d'allusions, voire de jeux de mots. L'un des plus connus étant « On ne nous parle plus de la diète de Worms. À Vichy, ces messieurs se sont mis à table. » Fin de citation. On conçoit donc aisément qu'après une telle campagne, certains comme Fernand d'Aubrinon aient pu penser que l'attentat dont furent victimes Laval et Déat le 27 août 1941 était une vengeance de la synarchie. Pourtant, à l'aveu des amis de Déat, alors que la dénonciation de la synarchie n'est à ce moment qu'une affaire de pure circonstance et de conviction, il paraît intéressant de comparer le témoignage, qui est aussi à sa manière un aveu, d'un des principaux dirigeants du gouvernement accusé de synarchie, Yves Boutillier, alors ministre des Finances. En 1941, la nouvelle se répandit qu'une société secrète, la synarchie, avait entrepris d'administrer l'économie française pour le compte de puissants intérêts internationaux. Monsieur Marcel Déat et les tenants de la pleine collaboration avec le Reich avaient été fort déçus d'assister à la fin du mois de février à la constitution d'un cabinet où, conformément à la volonté du maréchal Pétain et de l'amiral Darlan, aucun de leurs amis n'avait pu trouver place. Il s'agissait donc de discréditer le nouveau ministère auprès des autorités allemandes comme auprès de l'opinion française. La présence dans ce ministère de deux personnes appartenant au même groupe d'affaires, il s'agit de la banque Worms, M. Pucheux, ancien normalien, M. Barnaud, ancien inspecteur des finances, donna à Marcel Déat la solution. Une mystérieuse association venait de s'emparer du gouvernement. Déat, en bon démagogue, savait que rien n'excite l'imagination populaire
comme ses affabulations compliquées, ses plans concertés, ses complots bizarres où la politique et la finance, l'idéologie et les intérêts sont mêlés, comme si le capitalisme avait besoin de stratagèmes, de mots d'ordre et de congrégations pour être puissant. Fin de la citation. On retiendra l'aveu admirable de cette dernière phrase qui vaut sans doute les plus longs commentaires. Donc je vais relire ce passage. Comme si le capitalisme avait besoin de stratagèmes, de mots d'ordre et de congrégations pour être puissant. Ainsi donc apparut la synarchie dans le vocabulaire politique français. Sa carrière ne faisait que commencer, car rapidement le mot allait désigner une autre réalité que celle de ce groupe, qui, torpillant la révolution nationale et la collaboration, tentait d'établir le pouvoir de ces grands techniciens au service du capitalisme, que Burnham appellera les managers. Pendant que les démagogues occupaient ce qu'il est convenu d'appeler l'opinion publique avec des révélations aussi contradictoires que fracassantes, s'élaborait une littérature confidentielle faite de notules, notes, rapports fabriqués par des officines semi-policières de tous bords, et dont la diffusion dans des milieux généralement bien informés, mais peu critiques, allait permettre l'apparition d'une deuxième image de la synarchie. Cette deuxième synarchie n'est plus en effet une société secrète qui sabote la Révolution nationale. Tout au contraire, elle est l'explication de cette dernière. Elle est Vichy dans son ensemble et dans toutes ses nuances, du double jeu à la collaboration totale. La synarchie devient ce qui a suscité le nouveau monde politique né de l'effondrement de la République, qu'elle a préparé comme elle a préparé délibérément la défaite militaire. Elle est au fond l'anti-république, et elle est unique, quelles que soient les divergences politiques apparentes de ses affidés. On voit bien que le mot prend ici une signification tout à fait différente de l'acceptation admise par Déa. Et pour bien comprendre comment il en est arrivé là, il est nécessaire de revenir sur ces libelles et notes qui circulèrent dans le monde clos de Vichy. J'ai eu pour ma part, entre les mains, des dizaines de ces documents anonymes qui dénonçaient le caractère synarchiste, d'ailleurs non défini, de l'activité de tel ou tel personnage. Il ne servirait à rien cependant de les recenser, de les analyser tous. Mieux vaut se faire une idée de l'atmosphère dans laquelle ces idées étaient reçues grâce au journal politique tenu durant toutes ces années par Pierre Nicole, qui avant la guerre avait été le président d'un comité du salut économique, dévoué aux intérêts des petites et moyennes entreprises, et fut à Vichy et pendant toute l'occupation l'informateur des dirigeants du patronat français. René Gilloin affirme qu'il fut aussi l'un des agents de renseignement de Laval. Établi à l'hôtel des ambassadeurs, il fréquentait tous les milieux politiques, économiques, journalistiques et autres proches du nouveau pouvoir pour informer au jour le jour ses mandants. Et on retrouve bien dans son journal la trace des libelles mis en circulation et leurs répercussions sur le fragile pouvoir vichysois. 3 juin 1941, je cite. On parle à mots couverts d'une organisation secrète, synarchie, réunissant des polytechniciens. À la tête de cet organisme se trouveraient Boutillier et Berthelot, ainsi qu'un nombre important de hauts fonctionnaires des finances et des travaux publics. 11 juin 41. Chevalier a eu avec le maréchal un entretien au cours duquel il a expliqué au chef de l'État ce qu'était l'organisation occulte connue maintenant sous le nom de mouvement synarchique. 12 juillet 1941. J'ai été amené à rencontrer un officier du 2e bureau de la marine chargé d'une enquête sur les agissements de la banque Worms. D'après cet officier supérieur, l'amiral aussi bien que le maréchal désire connaître exactement ce que représente la pression exercée par l'équipe d'Hippolyte Worms. 14 juillet 1941. Dans la journée, de sources très différentes, j'apprends que la synarchie serait dévoilée et connue. Cette révélation causerait de grosses difficultés à ses membres. Après l'enquête menée par l'entourage du maréchal, on dit que 140 personnes seraient appréhendées. Il y a maintenant un cas Boutillier nettement posé. Et ainsi de suite. Pendant des mois, le journal de Nicole va refléter des informations de toutes sortes qui circulent un peu partout sur la synarchie, puisqu'on parle même de la réunion en octobre 41 à Berne d'un groupe synarchiste international réunissant des Allemands, des Anglais, des Américains et des Français. Les enquêtes sont alors menées de toutes parts, dont les résultats ne sont pas toujours publiés. Ainsi celle du chanoine Moncel, conseiller de l'ambassade de France auprès du Vatican et ami personnel du maréchal, celle du docteur Clay, celle du docteur Michel, représentant à Paris de l'économie du Reich, et combien d'autres dont il n'est pas encore possible de faire état. Inévitablement, les réseaux de renseignement français et alliés eurent à connaître de l'affaire. Documentation et intoxication aidant, on ne s'étonnera pas que beaucoup aient eu à cœur d'embrouiller à plaisir les informations relatives au rôle réel ou supposé de la synarchie. L'une au moins de ces enquêtes, officielles ou privées,
devait pourtant contribuer de manière décisive à la mutation de la notion de synarchie, celle qui aboutit au rapport dénommé rapport Chavin, dont de larges extraits seront produits dans l'annexe documentaire. Inévitablement, les réseaux de renseignement français et alliés eurent à connaître de l'affaire. Documentation et intoxication aidant, on ne s'étonnera pas que beaucoup aient eu à cœur d'embrouiller à plaisir les informations relatives au rôle réel ou supposé de la synarchie. L'une au moins de ces enquêtes, officielles ou privées, devait pourtant contribuer de manière décisive à la mutation de la notion de synarchie, celle qui aboutit au document dénommé « Rapport Chavin », dont de larges extraits sont reproduits dans l'annexe documentaire. Le commissaire Henri Chavin avait été nommé directeur de la Sûreté nationale en septembre 1940. À ce poste, il avait bien sûr eu à connaître de l'affaire du 13 décembre, et c'est lui qui, sur l'ordre du ministre Pérouton, avait désigné le commissaire Mondanel pour procéder à l'arrestation de Laval. Lorsqu'après la démission du ministre de l'Intérieur, le poste fut pris en charge par Darlan lui-même, puis par Pucheux, Chavin conservera la responsabilité de la sûreté. Jusque-là, rien que de très normal dans le monde feutré d'une haute administration, alors comme aujourd'hui, toute dévouée de par sa nature même au maître du moment. Ce qui est plus étonnant, c'est que ce fonctionnaire important va avoir, dans l'affaire de la synarchie, un comportement étrange. Son nom reste en effet attaché à un rapport confidentiel sur la société polytechnicienne dite MSE, Mouvement Synarchique d'Empire, ou CSR, Convention Synarchique Révolutionnaire, qui très vite allait être recopié, diffusé à des milliers d'exemplaires manuscrits, dactylographiés et même imprimés. Disons-le tout de suite, Chavin n'est pas l'auteur du rapport qui porte son nom. Il l'a seulement transmis. Ce document est en effet visiblement antérieur au remaniement ministériel du 18 juillet 1941, au cours duquel François Leuil II fut nommé à la production industrielle, en remplacement de Pucheux qui devenait ministre de l'Intérieur. Or, dans la liste des prétendus synarques, Pucheux est simplement désigné comme secrétaire d'État à la production industrielle. Ce texte faisant lui-même allusion à un dossier remis au maréchal au mois de mai 1941, qui aurait été le fruit des indiscrétions de Jean Coutreau, mort peu après. On peut penser que le rapport Chavin est le résultat d'une enquête ouverte à cette époque. Après cette affaire, Chavin ne fut pas, comme on l'a souvent dit, muté dans un petit poste de province, mais il est de fait que la promotion qui le fit entrer en septembre 41 au Conseil d'État ressemble bien à une disgrâce telle qu'on la pratique dans la haute administration. Que son nom lui demeure attaché à tort ou à raison, il n'en reste pas moins que le rapport Chavin constitue un document essentiel pour définir la deuxième acception de la synarchie dans le vocabulaire politique français. C'est en effet cette analyse que nous retrouverons, corrigée sur certains points, agrémentée sur d'autres, sous la plume de tous les auteurs qui ultérieurement traiteront de la synarchie. Elle est simple. La synarchie est une société secrète fondée en 1922, dont l'un des membres dirigeants fut entre les deux guerres Jean Coutreau, animateur de nombreuses associations de cadres, le groupe X-Crise, le Centre polytechnicien d'études économiques, le Comité national de l'organisation française, le Centre d'études des problèmes humains, et quelques autres qui auraient constitué des organismes de noyautage dans les milieux économiques, administratifs, ou dans des groupements humanistes, entre guillemets, on dirait en langage occulte des cercles exotériques. Cette société secrète, délibérément anticommuniste, aurait eu pour objectif de créer une nouvelle idéologie révolutionnaire, capable de rendre vaines toutes les autres considérées comme surannées ou pernicieuses. Après y avoir accès au pouvoir, en juillet 1940, tous ces efforts auraient tendu 1. À vider la Révolution nationale de toute mesure susceptible d'être considérée comme socialisante, ce qui, on peut le dire, n'était pas une tâche surhumaine, tant la dite révolution était réactionnaire dans son essence même. 2. À saper à la base toute tentative d'affaiblissement de la domination économique de certains groupes capitalistes internationaux. 3. À sauvegarder par tous les moyens les intérêts américains, fussent-ils juifs, liés aux groupes financiers intéressés au mouvement. 4. À faire échec à toute tentative d'organisation économique européenne de nature à rendre ce continent indépendant de l'Amérique. A priori, ces griefs ne sont guère différents de ceux des partisans de la collaboration avec le Reich, qui, comme Jean Lucher, dénonçaient en messieurs Bélin et Boutillier les représentants des grands intérêts américains. Mais ce qui est nouveau dans cette conception de la synarchie, c'est que son action soit imputée au capitalisme le plus réactionnaire, à certaines couches de l'armée et de l'Église, accusées comme par les marxistes, d'avoir suivi délibérément un plan préétabli. La conclusion du dit rapport est remarquable à cet égard.
et doit être considéré comme le schéma fondamental qui sera repris par le plus grand nombre des auteurs. Je cite: le mouvement synarchique d'Empire représente donc essentiellement à la fois un épisode de la lutte du capitalisme international contre le socialisme et une tentative puissante d'impérialisme financier visant à assujettir toutes les économies des différents pays à un contrôle unique, exercé par certains groupements financiers de la haute banque, lesquels assureraient ainsi, sous couvert de la lutte contre le communisme, un monopole de fait sur toute l'activité industrielle, commerciale et bancaire. Sur le plan français, le noyautage par le MSE de la banque, de la haute industrie et des administrations de l'État s'est poursuivi méthodiquement depuis 1922, cependant que, parallèlement à ce mouvement, le recrutement du CSAR se développait au sein des hauts cadres de l'armée. En 1937, les affiliés du MSE étaient fort nombreux déjà, en place au sein et à la tête des grands organismes de l'État, mais le CSAR échoua dans sa tentative insurrectionnelle de prise du pouvoir, arrestation de M. Deloncle le 25 décembre 1937. La Révolution ayant ainsi avorté, un accouchement au fer devenait nécessaire. Il fut pratiqué par l'armée allemande lors de sa promenade militaire du 10 mai au 23 juin 1940. Nombre de chefs français facilitèrent l'opération grâce à une conception prévoyante du patriotisme qui devait devenir officielle et nationale 2 mois plus tard. Le 15 juillet 1940, presque tous les conjurés du MSE étaient en place. Il y eut donc peu à changer dans le haut personnel de l'État. Il ne resta plus qu'à renvoyer les membres du Parlement dans leur foyer et à récompenser le zèle des officiers généraux ayant su avec habileté faciliter une révolution par un désastre. L'exploitation du pouvoir suivait avec une remarquable rapidité qui traduit et met en évidence d'ailleurs l'existence d'un plan préalablement établi et sûrement concerté. Un mois après la prise de pouvoir, 18 août 40, une loi organise la formidable pyramide des comités d'organisation et de répartition qui réalise la concentration de toute l'industrie française entre les mains de quelques affiliés. 11 mois plus tard, 6 juillet 41, une loi sur la réforme bancaire coiffe solidement le sommet de cette pyramide en plaçant l'organisation et le contrôle de toute l'activité bancaire entre les mains de quelques financiers appartenant au même groupement. Exploitation combien facile avec la nouvelle structure de l'État. Les grandes administrations du pays sont devenues les services extérieurs de la banque Worms et le journal officiel sert de véhicule aux décisions de son conseil d'administration, dont les hauts fonctionnaires de l'État ne sont plus que des agents d'exécution. Une année aura donc suffi pour que la signification profonde de la drôle de guerre de 1939-40 apparaisse enfin en pleine lumière. Une révolution camouflée et dissimulée sous un désastre militaire obtenu par une bataille truquée en vue de concentrer l'économie du pays entre les mains d'une mafia au service de puissants intérêts internationaux. Et ceci réalisé en France sous le haut patronage de l'Église, complice du drame immense par le fanatisme de certains membres de son clergé, ou simplement victime de certains autres, mais en tout cas étroitement associé aux bénéfices de l'opération. Fin de citation. On ne saurait dire que cette thèse soit à proprement parler marxiste. Il n'est pas douteux en tout cas qu'elle préfigure très nettement celle qui aura cours dans les milieux de la résistance, c'est-à-dire les milieux de gauche. On la retrouve chez Albert Bayet, Pétain et la 5e colonne, qui ne parle pas de synarchie mais en dessine l'image, chez Roger Guillien et Trust contre la patrie, chez Georges Valois, La France trahie par les trusts, chez Charles Dumas, La France trahie et livrée, et bien d'autres études parues dans la clandestinité ou dès la Libération. Car toute une littérature paraît à ce moment qui, pour cerner les véritables responsabilités et la véritable nature du régime de Vichy, ses origines proches et lointaines, fait appel non seulement au complot immédiat contre les institutions républicaines, mais encore à une vaste conjuration qui s'identifie à la réaction. Dans les campagnes de presse menées au grand jour par la presse résistante, se distingue alors Pierre Hervé qui, dans le journal Action, affirme que la synarchie, entendue comme l'expression des aspirations des éléments les plus lucides d'une bourgeoisie intellectuelle financière, d'une bourgeoisie qui ne veut pas capituler, conserve en 1945 la plupart des leviers de commande. Il était donc inévitable que les hautes cours qui siégèrent alors se préoccupassent de la question. Dès le procès de Pierre Pucheux, exécuté à Alger le 20 mars 1944, l'ombre de la synarchie était apparue, mais avec incertitude, car la défense en nia l'existence, cependant que l'accusation s'avérait incapable de l'établir juridiquement. Il en ira ainsi pour tous les procès de collaboration, y compris celui de Pétain, au cours duquel de nombreux témoins l'évoquèrent sans que jamais la Cour se décide à considérer leur témoignage comme décisif. De la même manière que les cours de justice furent incapables de conclure de façon sérieuse sur l'existence même de la synarchie,
Les autres enquêtes officielles qui furent ouvertes après la guerre n'aboutirent à aucun résultat. Ainsi, l'information confiée par le juge Béteille et le conseiller Garot au juge Alexis Ousmane, par ailleurs chargé de toutes les affaires relatives au commissariat aux questions juives, fut-elle purement et simplement classée en avril 1947. Ainsi, les travaux de la commission parlementaire d'enquête, instituée par la loi du 31 août 1946 en vue de faire la lumière sur les événements survenus en France de 1933 à 1945, furent-ils sans résultat précis en ce qui concerne la synarchie. L'absence de sanctions officielles n'a cependant pas empêché cette dernière, ou au moins le mot, de poursuivre la carrière que l'on sait. Bien au contraire, elle a notablement contribué à doter le terme d'un parfum de mystère permanent. L'échec des enquêtes officielles pour manque de preuves est ainsi devenu la démonstration de la permanence et de l'invisibilité du complot synarchique. Par là s'explique, du moins pour une part, le prestige du mot, quelle que soit l'appartenance politique de ceux qui en usent, de minute à l'humanité. C'est que la synarchie est passée d'une dimension historique à une autre, de l'explication d'événements graves mais tout de même limités au temps d'une péripétie politique. D'abord une équipe ministérielle de circonstances capable de saboter la révolution nationale et la collaboration avec le Reich. Ensuite, une organisation occulte soutenant ou animant l'équipe vichysoise. À tout à fait autre chose, l'explication de toute l'histoire de la France au XXe siècle. Au-delà des querelles de sous-préfecture et des polémiques de journalistes en mal de sensationnel, la synarchie ou les synarchies sont devenues, par un processus qu'il convient d'examiner, une véritable philosophie d'histoire. Une interprétation de l'histoire contemporaine. On peut aisément imaginer que la synarchie n'ait pas survécu aux événements qu'elle était supposée expliquer. Les époques troublées ont toujours été fertiles en théories irrationnelles. Les prophéties de saint Odile, comme les interprétations nouvelles entre guillemets de Nostradamus, ont leur succès immanquable, dont personne ne s'inquiète 10 ans après. L'émergence et l'oubli s'expliquent aisément. Tel ne fut pas le cas de la synarchie. L'accumulation des documents anonymes, donc suspects, des témoignages et des mémoires de ceux qui avaient été mêlés aux événements de l'occupation, l'inévitable cortège des polémiques n'ont rien éclairci tant s'en faut. Restaient les historiens. Eux-mêmes ont hésité devant cette étrange société secrète. Quelques-uns pourtant ont étudié le problème, mais ce fut pour réécrire l'histoire de France antérieure au conflit, en posant comme axiome que tout s'explique par l'histoire de cette société secrète. Parmi ceux-là, 2 auteurs doivent être mentionnés. Ils ne sont pratiquement pas connus en dehors de certains milieux spécialisés, mais leurs travaux, repris ou plagiés par d'autres, ont eu une influence considérable sur tous ceux qui se sont intéressés à la question tout de même que le rapport Chavin avait été repris et copié un peu partout. Il se trouve d'ailleurs que ces 2 auteurs ont soutenu la même thèse que Chavin en la corrigeant et en approfondissant certains points. Le premier de ces auteurs, dans l'ordre chronologique, s'appelait Raoul Husson, 1901-1967. Il n'était pas spécialisé dans la recherche de sciences politiques, mais avait eu l'occasion de participer à l'élaboration de certains des documents anonymes qui circulèrent sous l'occupation. Sa contribution à l'élaboration d'une explication de la politique française par l'action du mouvement synarchique se manifesta surtout par la série d'articles que, sous le pseudonyme de D.J. David, il donna à la revue La France intérieure qui était publiée à la Libération par Georges Houdard. Peu après, il devait faire paraître, cette fois sous le pseudonyme de Géoffroy de Charnay, nom d'un adjoint de Jacques de Molay, grand maître de l'ordre des Templiers, un ouvrage assez mal fagoté sous le titre « Synarchie, panorama de 25 années d'activité occulte », ce qui exprime assez bien la thèse de l'auteur. Le second spécialiste de la question était un vieux routier de la politique secrète, ou prétendu tel, Roger Mennevet, qui dirigea en effet pendant presque 50 ans une de ces entreprises qui, moyennant abonnement, délivre à longueur d'année des lettres confidentielles et des bulletins consacrés au-dessous de la politique et de la finance. Journaliste de talent, Roger Mennevet était d'ailleurs vraiment bien informé en ce qui concerne les questions relatives à l'espionnage sous toutes ses formes. Sacrifiant pourtant, comme nombre de ses confrères, à l'esprit de système, il se mit, après la Seconde Guerre mondiale, à voir la synarchie partout, de telle manière que les milliers de pages qu'il lui consacra dans ses documents politiques, diplomatiques et financiers sont surtout des documents étonnants sur ce que peut produire l'idée fixe. De longue date pourtant, Mennevet avait dénoncé l'action politique et financière d'une société secrète qu'il n'appelait pas encore la synarchie, ainsi qu'en témoignent les premières lignes d'une étude qu'il consacrait en 1928 à l'organisation antimaçonnique en France. Je cite « La grande bataille que mène la réaction internationale depuis 1919 sous toutes les idées démocratiques et libérales
sous les inspirations d'une « sainte alliance » entre guillemets, monarchique et religieuse, constituée par les monarchistes les plus réactionnaires d'Allemagne, d'Autriche, de Hongrie, de Russie, en vue de la restauration dans toute l'Europe d'un régime monarchique de droit divin, prend actuellement une ampleur considérable et se manifeste en France sous une forme particulière sur laquelle il est de toute urgence d'attirer l'attention des milieux républicains. Fin de la citation. Ce que Mennevé dénonce alors, c'est l'action de l'Internationale de la réaction, dans des termes qu'il reprendra purement et simplement par la suite en la nommant synarchie. Armé de prudence, le lecteur attentif retiendra que ces travaux décrivent la synarchie non pas comme la conjonction occasionnelle des efforts de quelques ministres ou politiciens qui, à la faveur des péripéties politiques hasardeuses, auraient constitué un groupe de pression, mais bien comme une véritable organisation hiérarchisée, poursuivant des objectifs précis pendant une longue période, c'est-à-dire une donnée politique permanente. Cette organisation, recrutant dans certaines couches élevées de la bourgeoisie, aurait pendant les 20 années précédant la défaite de 1940 mis en place ses affiliés dans les hautes sphères de l'administration, les grands corps de l'État, dans des sociétés secrètes inférieures comme la franc-maçonnerie, dans certains milieux militaires, anticommunistes, comme dans certaines associations de cadres, techniciens de l'organisation du travail, découvrant alors la technocratie. Ce noyautage, pratiqué avec discernement, aurait eu pour effet d'installer au poste décisif des hommes dévoués sans que leur nombre excède jamais quelques centaines. Charnay précise qu'il n'était qu'un millier en 1939. Cette thèse délibérément organiciste distingue nettement la synarchie d'un mythe familier aux Français, avec lequel on l'a souvent confondu, celui des 200 familles. Les USA, selon le sociologue Wright Mills, connaissent celui des 60 familles. Dans ces derniers cas, en effet, les politiciens admettent que la concertation étroite entre les titulaires des grands intérêts financiers s'exerce au travers des relations familiales, conjugales et sociales qui ne sont pas différentes de celles du commun des mortels. Au contraire, dans le cas de la synarchie, qu'elle soit tenue pour une réalité ou pour un mythe, il s'agit d'une organisation précise dont les desseins sont de donner forme et efficacité à une volonté de puissance qui, au niveau des 200 familles, demeure indistincte et comme fluente. En d'autres termes, les 200 familles représenteraient indistinctement la bourgeoisie propriétaire des grands moyens de production, quelle que soit la manière dont elle gère cette propriété privée, quel que soit le niveau idéologique de ceux qui en font partie. La synarchie, au contraire, réunirait dans une seule organisation les représentants des couches les plus dynamiques de ce grand capitalisme et les hommes les plus aptes à le faire survivre par tous les moyens. Aucun auteur pourtant ne se résout à l'analyse de la synarchie comme réalité politico-économique. Il faut un parfum plus violent. Aussi cherche-t-on à la rapprocher d'une société secrète politique réputée, celle des Illuminés de Bavière, dans laquelle certains ont voulu voir le prototype de l'entreprise subversive, en oubliant simplement qu'elle avait été incapable de survivre à la première descente de police. Petite parenthèse, ça c'est lui qui le dit, puisque Adam Weishaupt a survécu jusqu'en 1830, après la fameuse descente de police en 1784, et on dit qu'il a largement eu le temps de pénétrer la maçonnerie allemande. Donc, c'est qu'à vrai dire, la synarchie, comme l'ordre des Illuminés de Bavière, aurait pris comme modèle la compagnie de Jésus. Tout le mystère serait là. Si l'on y regarde de près, pourtant, les révélations relatives aux méthodes de recrutement de la synarchie n'ont rien de probant. Lisant les affirmations de Geoffroy de Charnay, les recruteurs du mouvement synarchique s'ingéniaient à attirer les sujets, à recruter vers une multitude de groupements d'apparences les plus diverses. Là, les invités sont à leur insu observés, étudiés et circonvenus. Lorsqu'un sujet paraît mûr pour être affilié, un recruteur spécialisé se rend à son domicile et lui remet un exemplaire du pacte synarchique. Il lui demande en général son adhésion immédiate. Mais quelquefois aussi, il lui laisse le document pour lecture et pour étude. Le sujet est ainsi affilié, car bien rares sont ceux qui refusent leur adhésion, ayant été en général bien choisis et longuement étudiés. De véritables conférences méthodologiques étaient faites par certains dirigeants du MSE aux recruteurs spécialisés. On leur enseignait notamment dans ces conférences qu'il fallait envisager l'atomisation de la conjuration. Il leur était recommandé de ne démarcher entre guillemets que leurs relations personnelles, chaque recruteur ayant ainsi un secteur social, le sien propre à prospecter. De plus, tout affilié devait cacher sa qualité de membre du MSE, même à une autre personne qu'il savait appartenir également au MSE, ceci en vue de renforcer dans toute la mesure du possible le secret de l'association.
Ce texte montre bien que le caractère spécifique de cette association secrète était, à en croire Charnay, de n'avoir aucun des caractères spécifiques d'une association secrète. Ce qui est décrit là correspond en réalité aux méthodes que suit tout parti de cadre, soucieux de s'assurer que ses membres professent des idées compatibles avec les siennes propres. Puisque ces dangereux synarques étaient assez naïfs pour se laisser attirer par le miroir aux alouettes de groupements d'apparences les plus diverses, ce qui est tout dire, il paraît nécessaire de savoir ce qu'étaient ces pièges subtils. Selon nos auteurs, ils se classent en 3 groupes principaux. Sur le plan philosophique, la plupart des associations, instituts et colloques divers, qui entre les 2 guerres diffusèrent une idéologie se rapportant de près ou de loin à l'élaboration d'un nouvel humanisme, humanisme économique, humanisme intégral, transhumanisme, etc. Sur le plan économique et social, les associations diverses, qu'elles soient d'inspiration ouvertement patronale ou syndicale, des groupes de recherche apparemment indépendants comme X-Crise ou France 1950, qui à la même époque se préoccupaient d'organisation scientifique du travail, de rationalisation, ou bien encore s'attacher à l'étude de la crise économique du monde capitaliste et chercher à la résoudre en recourant au planisme. Sur le plan politique, les organisations dites nationalistes, qui après 1934 se consacrèrent à la lutte anticommuniste. Il est à noter à cet égard que Menvé estimait pour sa part que la cagoule, par exemple, n'était pas sous l'influence directe de la synarchie, mais qu'elle avait pu être utilisée par cette dernière, notamment en ce qui concerne l'assassinat de Navachine, par l'intermédiaire d'autres organisations comme le mouvement spiralien, anticommuniste et anti-judéo-maçonnique, animé par un curieux homme, Georges Loustouno-Laco. Ce dernier point conduit à préciser ce qui, d'après nos auteurs, aurait été à l'œuvre derrière tous ces groupements. Le mouvement synarchique d'Empire, écrit Roger Menvé, lâchant enfin son mot, a été sur le terrain administratif, industriel et intellectuel, un puissant moyen d'action de l'Église romaine, et spécialement des jésuites pour la subversion de la Troisième République. Ce mouvement n'est donc ni plus ni moins qu'un nouveau masque de l'international réactionnaire. Il est curieux de constater que cette thèse, marquée à gauche et qui sera reprise par de nombreux spécialistes de l'anticléricalisme, en fait rejoint par certains aspects celle des collaborationnistes, partisans musclés d'un national-socialisme à prétention révolutionnaire, et qui dénonçaient dans la synarchie les influences réactionnaires et cléricales exercées par certains conseillers et certains ministres du maréchal. Curieuse rencontre. Mais ce qu'on doit souligner pour voir dans toute son ampleur le problème posé, celui de la croyance en l'action de la synarchie, c'est que ce nouveau nom donné aux entreprises de domination cléricale ne fait ici que s'ajouter à une invraisemblable quantité de pamphlets dénonçant tout au long de notre histoire politique l'action de l'Église et de certains ordres religieux, au premier rang desquels nous retrouvons bien sûr la Compagnie de Jésus. S'il n'entre pas dans notre propos d'analyser les tenants et aboutissants de cet autre mythe, entendu moins comme chimère que comme représentation dynamique vivant de sa vie propre, il faut pourtant souligner son intéressante parenté avec la notion de synarchie. On retiendra entre autres exemples qu'après l'assassinat d'Henri IV, déjà de très nombreux ouvrages de polémique dénoncèrent le rôle des jésuites dans l'événement. Le titre de l'un des plus pittoresques, qui est une réponse à la défense de la compagnie qui avait publié le père Coton, confesseur de Sa Majesté, dit clairement le sens de ces campagnes. Anti-Coton ou réfutation de la lettre déclaratoire du père Coton. Livre où est prouvé que les jésuites sont coupables et auteurs du parricide exécrable commis en la personne du roi très chrétien Henri IV, d'heureuse mémoire, 1610. Au long des années et même des siècles suivants, la réputation de la compagnie ne fera que croître et embellir, ainsi qu'en témoigne la fortune du faux célèbre dû au prêtre polonais Jaworski, qui a traversé l'histoire sous le titre de Monita Secreta, ou instruction secrète destinée à permettre aux jésuites de conquérir le pouvoir le plus absolu en toute matière. En témoignent aussi les controverses qui agiteront la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle, inquiètes des infiltrations jésuitiques ou bien encore les campagnes d'un Montlosier contre le parti prêtre et la congrégation au début du XIXe siècle. Encore ne s'agit-il ici que de quelques exemples, mais qui montrent bien que les dénonciations des entreprises cléricales sont une vieille habitude et ne peuvent convaincre pleinement, si elles entendent vraiment convaincre, que si elles apportent des preuves et non pas seulement une conviction. Aujourd'hui encore, dans le cas de l'Opus Dei par exemple, on peut constater que de tels errements ont toujours cours, au point qu'il paraît normal qu'un journaliste définisse cette organisation singulière par une référence vague à une synarchie elle-même indéfinie. Je cite, « L'œuvre, l'opus, n'a que faire des sociologues.
Elle leur préfère les scientifiques et les économistes, et elle devient une gigantesque ENA, une sorte de théocratie technocratique ressemblant beaucoup à la synarchie qui fit tant parler d'elle en France pendant la guerre. En bref, qu'est-ce que l'Opus Dei? Une sorte de synarchie. Qu'est-ce que la synarchie? Une sorte d'Opus Dei. On voit que de telles explications ne sont guère probantes, même si, et surtout si elles reflètent un peu la réalité. Il est bien vrai que le rôle politique d'institutions comme la Compagnie du Saint-Sacrement, les AA, la Sapinière, au même titre que la Compagnie de Jésus ou l'Opus Dei, mérite une étude attentive. Mais on ne voit guère que celle-ci puisse progresser si peu que ce soit par des dénonciations comparables à celles que je viens de citer. Bien au contraire, les outrances de langage et les assertions ridicules dont elles sont souvent remplies, la palme revenant à Nicolas de Bonneville, qui voulait à la fin du XVIIIe siècle chasser les jésuites de la franc-maçonnerie, et ne craignit pas d'affirmer que Voltaire lui-même était mort jésuite sans en avoir le moindre soupçon, seraient même des obstacles graves à la compréhension de ce qui fait la puissance politique de ces organisations. Dès lors, le lecteur comprendra que l'on doit recevoir avec circonspection la thèse selon laquelle le mouvement synarchique aurait été un instrument de l'Église et des Jésuites, qui, jouant le rôle de supérieur inconnu, comme on disait dans la maçonnerie, ou de puissance inconnue, comme fut parfois désigné l'instance suprême de l'intelligence service, aurait su animer des organisations politiques diverses et parfois même opposées en apparence. Il faudrait alors admettre que l'Église, considérée comme un centre de décision unique, aurait pu utiliser délibérément et de manière simultanée des organisations d'extrême droite de type phalangiste, comme certaines de celles qui furent à l'origine des événements du 6 février 1934, et des associations libérales de gens qu'on appellerait volontiers des réformateurs, voire des sociodémocrates, alors entichés de planification, comme les technocrates, que l'extrême droite a toujours dénoncés comme des fourriers du communisme. L'aspect intéressant de ces thèses demeure le fait qu'elles décrivent la synarchie comme un centre de décision unique et mondial, une des forces occultes qui mènent le monde. Ces dernières seraient ordonnées autour de pôles, sorte de point d'accumulation du capital et du pouvoir financier entre les mains d'un petit nombre d'hommes, en mesure d'animer des réseaux liés entre eux par des facteurs économiques, mais aussi politiques, religieux, psychologiques ou autres, ces hommes possédant des moyens en nombre indéfini. D'après Menvé, qui s'est fait le théoricien de cette explication de la politique internationale, il y aurait ainsi le pôle P, protestant, à la tête d'une formidable pyramide d'intérêts anglo-saxons, américains, britanniques, allemands, nordiques, le pôle CS, catholique synarchiste, qui réunit les intérêts financiers concentrés depuis des siècles autour de l'Église et dont le mouvement synarchique n'aurait donc été qu'une sorte de tiers-ordre, le pôle C, communiste, issu d'une activité révolutionnaire tendant à déposséder les deux premiers de leur prédominance. L'histoire secrète du monde s'expliquerait donc par les conflits acharnés que se livrent, par personnes interposées, ces trois centres de décision. La synarchie, pour sa part, aurait été un instrument dans la lutte que se sont livrées entre les deux guerres, le pôle C et le pôle CS, le pôle P n'intervenant pratiquement pas en France. Le pôle C tendant à la création d'un capitalisme d'État, son adversaire aurait été contraint, pour sauvegarder sa puissance, de riposter sur deux plans. D'une part en appelant à la lutte, y compris la lutte armée, contre le communisme, comme le firent les puissances occidentales qui intervinrent en Russie à la fin de la Première Guerre mondiale, ou en soutenant les organisations d'obédience fascistes et nationalistes. Enfin en inspirant la législation anticommuniste du régime de Vichy. D'autre part, pour conserver toutes ses chances, quelle que puisse être l'issue de cette bataille, le pôle CS aurait mis en place un système idéologique appelé à faire apparaître l'inutilité de la révolution, considéré par les tenants du pôle C comme l'unique moyen de rendre la société plus juste et plus humaine. Pourquoi faire une révolution économique, puisqu'il est possible dès à présent, et sans remettre en cause la propriété des grands moyens de production, de suivre une troisième voie entre le conservatisme capitaliste et le socialisme inhumain. D'où l'importance des mouvements pianistes, planistes, humanistes et réformistes dans le système de recrutement synarchiste. On voit que ces thèses ne manquent pas d'éléments dignes de retenir l'attention en vue d'une analyse rigoureuse des réalités politiques du XXe siècle. Toutes conservent pourtant un défaut grave, celui de tout expliquer par des sociétés secrètes qui, même si elles ont pu avoir une existence objective, sont des conséquences plus que des causes. Internationale Blanche, 200 familles, Jésuites, 5e colonne, et beaucoup d'autres témoignent surtout quand on les donne pour des explications non naïves de l'histoire, de la sentimentalité de ceux qui les dénoncent et qui, les ayant identifiés, croient avoir découvert le ressort profond de l'histoire et de leur propre histoire. Mieux tout alors s'explique. L'histoire a une signification précise et accessible,
Ces désordres ne sont qu'apparents puisqu'ils sont en fait le résultat visible de combats invisibles que se livrent sans merci de puissantes sociétés secrètes, tout comme aux yeux des anciens toute chose s'expliquait par le combat des dieux. Sans doute conçoit-on aisément que beaucoup aient eu et aient encore la tentation de se reposer sur une telle explication, simple et globale, tenant à l'essentiel puisqu'elle éclaire toutes les situations, inexplicables par ailleurs, qu'importe les rêves de puissance de ces maîtres occultes, si leur existence donne à la raison la sécurité de savoir que l'histoire a une signification. On comprend dès lors que politologues et historiens aient renvoyé la synarchie dans l'enfer des croyances irrationnelles et soient restés sur la prudente réserve qui avait été celle des magistrats, des jurés et des parlementaires. Aussi, chaque fois qu'ils l'ont rencontré dans leurs études, ils ont essayé d'éluder le problème du complot par une petite phrase de mise en garde, telle par exemple le professeur Jean Ménot traitant de la technocratie, sans adopter la thèse du complot synarchique, signalant la concordance de cet intérêt pour les sciences humaines avec les préoccupations humanistes qu'affichent de nombreux patrons. C'est qu'à chaque fois, il faut faire la part des affirmations de polémique, d'une part, des constructions mentales élaborées de manière parahistorique d'autre part, des faits eux-mêmes, enfin, étant admis que ces derniers sont toujours présentés par les témoins en fonction de leur propre jugement sur la synarchie. Rien n'est plus caractéristique à cet égard que le témoignage de René Gilloin, qui figura souvent sur la liste de synarchistes mises en circulation à Vichy. Habitué de l'antichambre du maréchal, dont beaucoup le soupçonnèrent d'être l'éminence grise, et n'eût pas été fâché de paraître comme tel dans l'histoire, Gilloin, dans ses souvenirs, tient évidemment à prendre ses distances par rapport au complot. Mais comment ne plongerait-il pas l'historien dans la perplexité, puisque ces dénégations elles-mêmes confirment plutôt l'existence d'une entreprise de grande envergure? Qu'on en juge, je cite, « Je tiens à déclarer ici, une fois pour toutes, que lorsque je parle de la synarchie, ce n'est pas comme d'une conspiration, mais comme d'une équipe, dont l'initiateur avait été, si je ne me trompe, mon ami Jean Coutreau, et que je ne lui prête nullement des desseins ténébreux et inavouables, mais des ambitions de puissance qui, si vastes qu'elles fussent, n'avaient rien en elles-mêmes de condamnable, sauf leur prétention ou leur tendance à s'identifier avec l'intérêt national. » Fin de la citation. On croit rêver comme le même auteur définit encore cette innocente bande de copains comme un puissant groupement d'intérêts industriels et financiers qui, profitant de l'innocence du maréchal en la matière, et c'est un de ses conseillers qui parle, avait mis la main dès le premier jour de Bordeaux sur les leviers de commande économiques et financiers du nouvel État français. Pour résoudre la contradiction intellectuelle entre le refus de la thèse jugée fantastique du complot et l'obligation de reconnaître qu'à Vichy s'était manifesté un puissant groupe d'intérêts financiers, les spécialistes de la science politique ont esquissé une thèse foncièrement différente. L'un des premiers à la formuler fut Emmanuel Beau de Loménie, auteur d'ouvrages maintenant classiques sur les dynasties bourgeoises, qui écrivait en 1953 que la société secrète dénommée Mouvement synarchique d'Empire n'a probablement jamais existé ou n'a été qu'une minuscule chapelle dont l'origine ne semble pas remonter beaucoup plus haut que l'année 1940. En revanche, l'esprit synarchique, qui se confond quant à l'essentiel avec l'esprit technocratique, a existé et s'est développé dans toutes sortes de cercles influents, plus ou moins liés entre eux, mais en même temps rivaux. Qui plus est, cet esprit synarchique ou technocratique n'est pas mort. Bien loin de là, il se développe aujourd'hui plus largement encore en marge de notre parlementarisme restauré qu'il n'avait fait sous le couvert du pauvre maréchal Pétain. Seulement, il se garde aujourd'hui de se laisser entrevoir du public au travers d'un aussi naïf document que le fameux pacte dont le texte circulait dans les bureaux de Vichy. Fin de la citation. Cette thèse a été largement reprise depuis lors par quelques auteurs tels Philippe Bochart qui affirme dans un ouvrage estimable qu'il n'y eut pas complot mais une véritable communauté de pensée. Mentalité avait d'ailleurs conclu pour sa part Henry W. Herman dans son livre publié à Princeton en 1957, Organized Business in France. Jacques Billy ne craignit pas d'écrire en 1960 que si le procès de la synarchie n'avait pu s'achever faute de preuves, il n'en avait pas moins marqué un important moment dans l'élaboration des idées technocratiques en France. Cependant que, plus près de nous, un autre universitaire, Roland Mounier, analysait dans le projet synarchique le prototype d'une société d'ordre technocratique. Ces quelques exemples, dus à des auteurs sérieux et pour certains éminents, se caractérisent tous par le refus d'une vision fantastique faite de conjurations et de complots, mais aussi par l'affirmation précise d'une concertation entre des groupes proches du pouvoir. On peut se demander dans ces conditions si cette sorte de dissolution de la synarchie dans une mentalité peut permettre une meilleure compréhension des facteurs réels de l'histoire politique. Sans doute met-elle en ordre certains aspects idéologiques du problème et tient-elle compte de la montée des techniciens profitant de l'abaissement du parlementarisme.
Mais elle a le défaut grave de participer elle aussi d'un mythe, celui des technocrates, qui tend à considérer ces derniers comme un nouveau pouvoir possédant une idéologie et poursuivant des objectifs spécifiques propres aux membres de ce groupe. C'est pourquoi ces explications rationnelles de la synarchie me paraissent encore faire une large place à l'illusion. Tout groupe social détenteur d'un pouvoir tente à l'exercer pour son compte et sans partage, de telle manière qu'on peut affirmer que quiconque l'exerce pour autrui ne le détient pas vraiment. À aucun moment les équipes de techniciens de Vichy, et d'ailleurs, n'ont montré la moindre hésitation quand il s'est agi de la sauvegarde des intérêts du grand capitalisme. Curieuse autonomie de ce nouveau pouvoir, théoriquement libre de toute attache politique et théoriquement capable, au nom de la raison et de la technique, d'aller fort avant dans le sens de la rationalisation et de la réforme de la société. En l'espèce, il n'est pas douteux, et le témoignage de René Gilloin le confirme, que les synarchistes, ou réputés tels, n'étaient que les mandataires de puissants intérêts économiques. Loin d'être une explication satisfaisante, la communauté de pensée, entre guillemets, et la mentalité doivent être examinées à leur tour dans une perspective qui ne sacrifie pas aux aspects mythiques de la toute-puissance des technocrates considérés comme une nouvelle force occulte, aussi sommaire que toutes les autres. C'est qu'une nouvelle fois, et en dépit de la rationalité de la thèse, nous rencontrons un raisonnement caractérisé par la croyance que les centres de décision ostensibles d'un régime politique donné ne sont pas les véritables détenteurs du pouvoir, mais des organes de transmission et d'exécution dominés par des groupes invisibles et permanents. Il est clair que cette représentation de la politique et de l'histoire se distingue radicalement de l'image qu'on se fait des groupes de pression ordinaires. En réalité, toutes les thèses relatives à la synarchie et dont on vient de brosser un tableau d'ensemble laissent place à des prétentions d'un ordre beaucoup plus élevé puisqu'elles la présentent comme une société permanente au service d'une philosophie et mettant en œuvre un plan précis. Aucune d'entre elles pourtant ne satisfait l'esprit tant il est vrai que la seule évocation du mot de société secrète entraîne avec elle un cortège de fantasmes que la raison elle-même ne parvient à exorciser. Est-ce à dire pour autant que l'on doive renoncer à connaître le fin mot de la synarchie ? Certainement pas, mais simplement que la compréhension du phénomène synarchiste exige que l'on tienne compte de tous les facteurs qui ont pu jouer un rôle dans son élaboration. Ce n'est pas par hasard que dès la première allusion publique à cette organisation, on a évoqué la franc-maçonnerie et l'occultisme. La synarchie ne peut être comprise dans le seul domaine politique non plus que dans le seul occultisme. Il est nécessaire, indispensable pour la comprendre, de voir simultanément ces deux versants de la même montagne, faute de quoi les thèses les plus subtiles demeurent de simples hypothèses. Politique occulte et occultisme politique. L'occultisme en général fait en effet une large place à l'idée que des groupes mystérieux animent des émissaires secrets et jouent un rôle décisif dans la conduite des sociétés humaines. Il a largement contribué à répandre cette conception familière et même populaire qui se manifeste par l'importance accordée par les amateurs de la petite histoire au rôle des devins, mages et alchimistes dans l'entourage des souverains. On peut en effet rapprocher certaines dénonciations de la synarchie des campagnes menées depuis très longtemps contre la franc-maçonnerie, accusée d'avoir préparé de longue main et par un complot immense la Révolution française, qui fut assurément pour le corps social un traumatisme profond, assez comparable à cet égard du moins à la défaite de 1940. On ne peut manquer de rappeler le nom de l'abbé Baruel, auteur des fameux Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, paru en 1797, et qui démontrait que la maçonnerie était la seule et unique responsable de la fin de l'Ancien Régime. Mais il faut dire aussi qu'il ne s'agit pas là d'un cas isolé. 5 ans avant lui, un autre religieux nommé Lefranc avait publié des études dont les titres sont très clairs. Le voile levé pour les curieux ou le secret de la Révolution révélé à l'aide de la franc-maçonnerie ou bien encore Conjuration contre la religion catholique et les souverains dont le projet conçu en France doit s'étendre dans l'univers entier. L'anglais John Robison, que fréquenta Baruel, qui mit d'ailleurs une ardeur toute confraternelle à le prendre de vitesse pour l'édition de son ouvrage, écrivit de son côté un livre destiné à révéler les preuves d'une conspiration contre toutes les religions et tous les gouvernements de l'Europe, ourdis dans les assemblées secrètes des Illuminés, des francs-maçons et des sociétés de lecture. De telles publications ne faisaient alors que préfigurer d'autres modèles mentaux destinés à une audience incroyable tout au long du XIXe siècle, car à l'explication par l'action de la franc-maçonnerie des événements tragiques de la Révolution française, devait bientôt s'adjoindre puis se substituer l'incrimination des Juifs comme agent moteur invisible de l'histoire. Baruel lui-même, peu de temps avant sa mort en 1820, avait entrepris la rédaction d'un nouveau mémoire fondé sur la révélation que lui avait faite un mystérieux capitaine, Jean-Baptiste Simonini, de Florence,
d'une conjuration révolutionnaire permanente conduite par les Juifs et les Templiers, formant une véritable internationale dirigée par un conseil suprême, et occulte, il va de soi, et dont l'objectif était de mettre bas la chrétienté. Dès lors, la franc-maçonnerie n'apparaissait plus que comme un simple agent d'exécution de ce plan. Dès ce moment, on voit se dessiner clairement le type d'interprétation de l'histoire qu'on retrouve dans les dénonciations de la synarchie. Si de nombreux auteurs, en effet, ont insisté non sans raison sur le rôle que tinrent dans l'élaboration de l'idéologie de la Sainte Alliance des auteurs mystiques comme Bergasse et Madame de Krudener, bien peu ont souligné la part prépondérante que prirent dans cette affaire les tenants du baruélisme le plus borné. Le tsar Alexandre Ier, par exemple, qui un temps favorisa certaines tendances de la maçonnerie, fut très rapidement intoxiqué par des campagnes contre le martinisme, sans voir qu'on désignait par ce mot aussi bien l'entreprise subversive des Illuminés de Bavière que certains courants religieux et piétistes de la franc-maçonnerie. Abusé par cet amalgame, Alexandre Ier en viendra à prescrire le 13 août 1822 à son ministre de l'Intérieur, le comte Kochubey, la dissolution des sociétés secrètes de toute dénomination, telles les loges maçonniques, soupçonnées de libéralisme. Or, cette mesure intervient précisément à la veille du départ d'Alexandre pour le congrès de Vérone, au cours duquel il aura communication d'un mémoire fameux dû à Christian August von Haugwitz, ministre de Prusse, et lui-même membre zélé de l'ordre maçonnique et chevaleresque, de la stricte observance dans lequel est affirmé que la clé de tous les événements de la Révolution se trouve dans le martinisme. Pourtant, et c'est là le point essentiel qui démontre que décidément ce qui concerne la représentation qu'on peut se faire d'une société secrète suppose la maîtrise d'une logique tout à fait particulière, et à certains égards non aristotélicienne, au sens qu'Alfred Korzybski donne à ce mot, il est extrêmement curieux de constater que Roger Mennevet, qui se donnait la mission de combattre la résurgence sous le nom de synarchie d'une nouvelle Sainte Alliance, n'hésitait pas à reprendre à son compte, probablement sans le savoir, la propre terminologie d'Haugwitz, partisan de cette même Sainte Alliance, en affirmant que le grand mécanisme de diffusion de l'activité révolutionnaire depuis un siècle fut le faisceau mondial des sectes martinistes dont les affiliés dans chaque pays contrôlaient eux-mêmes une foule de groupements divers, loges maçonniques, sociétés de pensée, associations multiformes, etc. Étrange coïncidence d'un siècle à l'autre et qui montre bien à quel point il importe, pour voir clair dans cette affaire de la synarchie, d'élucider ce qui provient de l'occultisme ou de l'image qu'on s'en fait. Cette coïncidence n'est pas fortuite, mais témoigne plutôt du succès de certaines légendes qui, à force d'être répétées, finissent par s'imposer chez ceux-là même qui, de par leur propre choix politique, auraient eu vocation à n'en être pas dupes. La première d'entre elles, qui eut cours à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, est celle des infiltrations maçonniques dans l'Église, étonnamment symétrique d'ailleurs de celle qui avait tenu le haut du pavé un siècle plus tôt, et qui visait les infiltrations jésuitiques dans la franc-maçonnerie. Un ex-jésuite, le père Emmanuel Barbier, écrivait en effet sous ce titre un ouvrage paru en 1910, adorné de nombreuses approbations épiscopales, quelque peu imprudentes au demeurant. Délaissant l'imagerie ridicule d'un Léo Taxil dont il recueillait toutefois une partie du succès, Barbier voulut démontrer que ce qu'on appellera plus tard la crise moderniste dans l'Église avait été méticuleusement préparée par une société secrète manipulée invisiblement par les occultistes et pseudo-gnostiques de l'époque, eux-mêmes invisiblement mimés par les plus secrets initiés de la Kabbale juive. Fin de citation. On peut ignorer un tel factum. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que de longs extraits en seront repris 30 ans plus tard pour être appliqués à la synarchie. Il est de même intéressant de noter que plusieurs collaborateurs de Barbier, dont notamment un certain Abbé Boulin, il signera aussi Roger Duguay, furent mêlés de très près à l'affaire de la Sapinière, cette curieuse société secrète intégriste dont on s'acharne aujourd'hui encore à nier l'existence et qui s'était constituée secrètement en vue de dénoncer le rôle des sociétés secrètes. De plus, un très grand nombre de documents qui, sous l'occupation, dénonçaient la synarchie, provenaient des milieux auxquels on vient de faire allusion, qui ne voyaient dans la synarchie qu'une forme nouvelle de la subversion qu'ils n'avaient cessé de fustiger. Dans certains cas même, ils atteindront sur leur lancée des sommets rares dans le délire interprétatif. C'est le cas par exemple dans un très curieux document daté de décembre 1943 et consacré à l'impérialisme allemand et les sociétés secrètes pan-germanistes, qui n'hésite pas à affirmer l'existence d'une direction occulte et unique des régimes politiques les plus divers. Je cite, « Nous avons déjà signalé l'identité foncière des phénomènes comme la nouvelle économie politique, NEP en Russie, le fascisme en Italie, le nazisme en Allemagne, le New Deal aux USA, la révolution nationale en France.
Tous ces phénomènes ont été voulus et organisés par les dirigeants des loges internationales et en particulier les chefs du martinisme. On connaît l'importance de cette méthode de pseudo-réaction et on sait à quelle idée de manœuvre elle répond chez les initiés qui la mettent en œuvre. Il s'agit de donner satisfaction au sentiment naturel de résistance à la révolution tout en évitant l'éclosion de la réaction vraie. Or, la stupidité de certains amalgames ne doit pas dissimuler la cohérence du raisonnement dont ils procèdent. On doit rapprocher de la légende, sinistre par certaines de ses conséquences, des protocoles des sages de Sion. On sait que ce terme désigne un faux élaboré par la police politique tsariste qui fut diffusé à des millions d'exemplaires en Europe occidentale après la Première Guerre mondiale et que les nazis utilisèrent largement pour justifier leur politique antisémite. Ce texte rassemble plusieurs des thèmes utilisés au XIXe siècle pour dénoncer les prétentions dominatrices prêtées au peuple juif par des auteurs comme Osman Bey, Hermann Goethe, Sidney Vigneault et de nombreux autres. À les en croire, il existerait une sorte de directoire occulte et mondial nommé Kahal, le mot veut tout simplement dire communauté, formé par les Juifs en vue d'organiser par tous les moyens une domination autoritaire sur tous les peuples de la planète. Est-il besoin de préciser que ce schéma simple a donné lieu de la part des antisémites aux gloses les plus diverses et les plus convaincus ? Tous sont d'accord pourtant pour admettre que tous les accidents de l'histoire, les révolutions, le mal enfin, ne trouvent à s'expliquer que par un tel directoire, et les désaccords entre les différents éditeurs des protocoles ne sont eux-mêmes qu'une preuve supplémentaire de la diversité des moyens d'action des sages de Sion et de leur aptitude à donner le change. Ici aussi, on le voit, il importe seulement qu'un axiome soit posé, tout le reste est affaire d'habileté dans l'induction et dans la déduction. Adolf Hitler lui-même, fort ébranlé par les protocoles, n'hésitait guère, selon Rauschning, à affirmer qu'il importait peu que la fausseté de l'ouvrage, plagiat d'un pamphlet dirigé contre Napoléon III, ait été démontrée de façon incontestable. L'important n'est pas que les protocoles soient authentiques au sens formel, mais qu'ils soient véridiques. Tout ne se passe-t-il pas comme s'ils disaient la vérité ? Que répondre à une telle logique dont l'axiome fondamental n'est plus le principe d'identité ? Il en va souvent de même dans tout ce qui concerne la synarchie, et dans son cas comme dans les autres, ce qui s'exprime souvent est d'abord l'incapacité de la raison à saisir la nature de l'histoire. La preuve en est fournie par une collaboratrice de la très intégriste Revue internationale des sociétés secrètes, qui signe de son nom de jeune fille, Leslie Fry, et qui, s'interrogeant sur l'identité des sages de Sion, écrivait en 1931 « Mais quels sont leurs noms ? C'est un secret qui n'a jamais été révélé. Ils sont la main cachée. Ils ne sont ni le comité des députés, le Parlement enjuvé d'Angleterre, ni l'Alliance israélite universelle, qui a son siège à Paris. Mais feu Walter Rathenau, assassiné par un groupe terroriste pré-nazi de l'Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, a jeté un peu de clarté à ce sujet, et il est probable qu'il eut connaissance de leur nom, car tout porte à croire qu'il fut lui-même l'un des principaux leaders. Voici d'ailleurs ce qu'il écrivait dans la Wiener Freie Presse. 300 hommes, juifs naturellement, gouvernent les destinées du continent européen et ils élisent leurs successeurs dans leur entourage. Fin de la citation. Alors on peut rajouter aussi que Serge Hutin, dans Gouvernant invisible des sociétés secrètes, disait sur son lit de mort qu'il y avait l'existence de 72, il me semble, supérieurs inconnus, qui dirigeraient l'humanité. Ainsi s'explique l'histoire. Tout portait Mrs. Fry et quelques autres personnes satisfaites de leur perspicacité à croire, car bien sûr le secret qui n'avait jamais été révélé n'était qu'une devinette enfantine pour eux, complot maçonnique, judéo-maçonnique ou judéo-maçonnico-bolchevique, de Baruel à Pétain et de la Sainte Drougine tsariste à l'actuelle John Birch Society, relève bien d'une même logique d'autant plus probante qu'elle est plus courte. Mais en quoi cela concerne-t-il la synarchie ? Très directement parce que, on l'a vu, pour beaucoup elle n'a fait que prendre le relais, en son temps, des mêmes hantises. Elle fut la plus nocive des loges maçonniques, comme elle fut accusée d'être la revanche des intérêts juifs à une époque où juifs et francs-maçons subissaient la très chrétienne législation que l'on sait. Incontestablement, certains aspects de l'anti-synarchisme n'ont été que le reflet de ces anciennes obsessions. C'était d'autant plus normal en un sens que le seul programme synarchiste connu avait été élaboré par des occultistes. Encore conviendrait-il de s'entendre sur ces derniers. René Guénon a fort justement souligné que la notion d'occultisme est une chose récente et même moderne, puisqu'elle ne remonte guère au-delà du milieu du XIXe siècle. On ne connaissait auparavant que des sciences occultes, plus ou moins occultes d'ailleurs, et parfaitement autonomes les unes par rapport aux autres,
alchimie, astrologie, magie, mancies diverses, etc. Eliphas Lévi, et après lui plusieurs écoles sans filiation traditionnelle comme le néo-rosicrucianisme, le théosophisme, l'occultisme et le martinisme de Pappus, entreprirent chacune à sa manière de constituer de toutes ces sciences un corps doctrinal unique, au demeurant fort hétéroclite. Parce qu'ils n'étaient pas sans quelques connaissances, et pour que l'illusion fût complète, ces auteurs n'hésitèrent pas à se réclamer de traditions antiques et prestigieuses. C'est ce qui explique en fait le parallélisme étonnant entre les démarches des occultistes et des anti-occultistes, quand il s'agit de rêver sur la direction occulte des grands événements humains. De longue date, en effet, certaines traditions véritablement ésotériques ont porté sur le gouvernement des sociétés. Il suffira de citer par exemple des textes d'inspiration rosicrucienne comme les projets de Jean-Valentin Andréae relatifs à l'établissement d'une république christianopolitaine comparable à la Cité du Soleil de Campanella, à la Nouvelle Atlantis de Francis Bacon ou à la Macaria de Samuel Hartlib, qui témoigne aussi bien que la célèbre Utopia de Thomas More et d'une manière évidente de la force de l'idée d'une société gouvernée par des sages et des initiés, tels qu'on les retrouve encore dans le Collège de la Lumière dont rêva Jean Amos Comenius. C'est cette même idée, chère aux hommes qui ne se résolvent pas à admettre que l'histoire n'ait aucun sens, et pas davantage à penser que l'état insatisfaisant dans lequel se trouve la société humaine puisse n'avoir jamais de terme, que l'on retrouvera plus tard sous une forme différente dans la légende des supérieurs inconnus de la maçonnerie du XVIIIe siècle. Qui furent-ils? Qui le dira puisqu'ils furent inconnus? Ce qui est sûr, c'est que dans cette légende, qui donna lieu à d'innombrables controverses, se retrouve l'image d'initiés ayant atteint un tel degré de réalisation spirituelle qu'ils sont devenus capables de savoir ce qui convient aux individus et aux sociétés. Tels les mystérieux compagnons de la Société de la Tour que découvre Wilhelm Meister au terme de son périple, les épreuves qu'il avait connues, la chance inexplicable et qu'il avait parfois servi, tous les événements de sa vie, en un mot, avaient été ordonnés, mis en ordre par cette confrérie. De même, dans l'ordre collectif se retrouve une idée force comparable, celle d'abolir le hasard, insupportable à la raison, de sublimer la notion de destin, insupportable au sentiment, et de leur substituer le rêve d'une nouvelle providence exercée par des sages. On voit ainsi clairement quel rapport existe entre cette conception de la vie sociale gouvernée par des supérieurs inconnus et celle d'une grande loge blanche inventée par le théosophisme, ou encore celle des maîtres spirituels chers aux occultistes. À ce point de la recherche, on ne peut manquer d'évoquer certaines traditions étranges, et qu'on retrouve dans de nombreuses civilisations relatives au roi du monde. Si on se réfère à l'ouvrage magistral de René Guénon, Le roi du monde, on constatera que ce nom désigne un législateur primordial et universel, principe unique dont la fonction est d'énoncer la loi propre aux conditions du monde, d'une existence ou d'une civilisation donnée. Toutefois, sa fonction, loin d'être purement symbolique et spirituelle, c'est-à-dire pour des contemporains théoriques et immatériels, se manifeste, selon les mêmes auteurs, par l'intermédiaire d'un centre spirituel établi dans le monde, par une organisation chargée de conserver intégralement le dépôt de la tradition sacrée, d'origine non humaine, par laquelle la sagesse primordiale se communique à travers les âges à ceux qui sont capables de la recevoir. Fin de la citation. Il est clair que Guénon ne fait pas ici allusion à une notion purement symbolique, mais à une organisation établie dans ce monde et capable de diriger la société humaine. Or, c'est par là que nous rejoignons une nouvelle fois la question de la synarchie, car il se trouve que le créateur du système synarchique, Saint-Yves d'Alvèdre, 1842-1909, a non seulement largement influencé l'occultisme contemporain, mais est aussi un des premiers auteurs qui ait évoqué clairement cette légende du roi du monde et consacré un ouvrage au centre initiatique supérieur qu'il appelle l'Agartha. Il se trouve aussi, et le lecteur comprendra que le long périple auquel on l'a convié n'était pas vain, que le système philosophico-politique dénommé synarchie constitue à la fois une herméneutique de l'histoire et un programme d'action en vue de l'instauration d'une société parfaite gouvernée par des sages. Mais alors, dira-t-on, s'il a bien existé un système synarchique, ne serait-il pas l'explication en vain recherchée jusqu'ici? Oui et non. Non, parce que la question reste marquée par une dualité dont il est malaisé de sortir. D'une part, dans le domaine politique, aucun de ceux qui ont été accusés de synarchisme ne s'est jamais réclamé de Saint-Yves d'Alvèdre, de même que personne n'a jamais reconnu son appartenance à un tel mouvement. D'autre part, seuls quelques petits cénacles occultistes sans aucune efficacité politique se sont proclamés les disciples de Saint-Yves d'Alvèdre, en prenant bien soin de récuser tout lien avec une synarchie politique et technocratique.
Oui, pourtant, dans la mesure où on est prêt à reprendre l'examen des pièces du dossier, en tenant compte des mises en garde dont ce tableau d'ensemble a démontré précisément la nécessité, parce qu'elles tiennent à la logique elle-même, processus d'une élaboration conceptuelle par laquelle notre raison elle-même sacrifie au besoin de voir clair jusqu'à se substituer au réel, ou implacable logique de l'esprit partisan qui conduit à donner pour une explication miraculeuse ce qui n'est que la renonciation à l'effort de comprendre. Entre ces deux extrémités, il y a place pour une compréhension véritable de ce que fut la synarchie, de ce que furent les synarques. Un marquis inspiré, Saint-Yves d'Alvèdre. L'étude de la synarchie commence donc en bonne logique par celle du système élaboré par Joseph-Alexandre Saint-Yves, marquis d'Alvèdre, œuvre singulière d'un homme au destin peu commun, œuvre qui tient à la fois de la révélation personnelle et de l'interprétation parascientifique d'antiques traditions. Mais le moins étrange n'est pas qu'on y découvre souvent, au milieu d'un fatras de rimailleries et de redondances pseudo-prophétiques, des analyses politiques rigoureuses dont la suite a montré qu'elles n'étaient pas si vaines. Ce curieux mélange, qui souvent a pu déconcerter, explique assez bien que tout ce qui concerne la synarchie soit demeuré longtemps confus. Il y a cependant encore d'autres raisons à cet état de choses. La première est que la diffusion de l'œuvre de Saint-Yves n'a jamais dépassé les limites singulièrement étroites d'une partie du petit monde occultiste, sur laquelle elle exerça cependant une très forte influence. Ce n'est pourtant pas que Saint-Yves ait laissé indifférents ses contemporains, il fut même si discuté que certains, comme Camille Flammarion, n'hésitèrent pas à l'attaquer par des pamphlets dont un des plus curieux est un roman à clé qui parut en 1886, Monsieur le Marquis, Histoire d'un prophète, sous la signature de Claire Vautier de l'Opéra, qui dissimulait en fait une demoiselle Vigneault, son ancienne maîtresse. Ce qui n'est qu'un épisode secondaire qu'on remettra à sa place, comporta cependant de graves conséquences pour les travaux relatifs à notre homme. C'est qu'en effet, tous les documents biographiques qui furent ensuite publiés eurent pour objet de répondre à ces pamphlets et à ces articles venimeux qui le décrivaient comme charlatan, suborneur de jeunes filles, hypnotiseur, plagiaire, pontife de salon. Saint-Yves lui-même crut devoir publier un long plaidoyer pro domo en introduction à l'un de ses ouvrages, que ses disciples, comme Fabre des Essarts ou Barlet, son seul biographe, se bornèrent par la suite à reproduire. Depuis lors, aucun auteur n'a tenté de reprendre les recherches de manière plus scientifique. On voit ainsi de quelle belle naïveté font preuve André Ullmann et Henri Azot, lorsqu'ils disent s'en tenir, en ce qui concerne la biographie de ces personnages, à ce qu'un de ses admirateurs passionnés, l'occultiste contemporain Jacques Weiss, a bien voulu en révéler. Il s'agit en réalité d'une médiocre compilation du plaidoyer paru dans La France vraie, c'est-à-dire tout le contraire d'une biographie sérieuse. Il n'est évidemment pas question de donner ici l'étude critique que mérite l'avis de l'initiateur de la synarchie. Je me bornerai donc à retracer les grandes lignes de ce destin peu commun, non sans renvoyer le lecteur désireux d'entrer dans le détail à une autre étude que je lui ai consacrée. Joseph-Alexandre Saint-Yves, né le 26 mars 1842 à 1h du matin, était le fils d'un médecin, Guillaume Alexandre, alors âgé de 37 ans, et d'une très jeune femme, Marie-Joséphine Amouroux, qui n'avait que 18 ans lorsqu'il vit au monde, dans la demeure familiale, à 2 pas de la porte Saint-Denis, au 23 de la rue de l'Échiquier. Ses années d'enfance furent tôt remplies de violents conflits avec l'autorité paternelle et avec ses maîtres d'école. L'atmosphère familiale devint vite irrespirable, si bien que son père se résolut à le placer, alors qu'il n'avait que 13 ans, dans une institution créée par un conseil à cour d'appel de Paris, Frédéric Auguste de Metz, 1797-1873, qui dès 1839 avait renoncé à ses fonctions pour se consacrer à l'enfance délinquante. Il avait ainsi fondé une société paternelle pour l'éducation morale, agricole et professionnelle des jeunes détenus âgés de moins de 16 ans, acquittés en vertu de l'article 66 du Code pénal, comme ayant agi sans discernement. À cette initiative s'intéressèrent nombre de personnages distingués comme le comte de Gasparin, le banquier François de Lesser, le duc de Cazes, le comte de Rambuteau, et beaucoup d'autres, au nombre desquels il faut citer le docteur Villermé et Alexis de Tocqueville. Dirigée par De Metz et Hermann de Courteil, l'association s'était installée à Mettray, près de Tours, dans un immense domaine. Dès 1855, il comporte 196 hectares. Très vite d'ailleurs, elle avait recueilli à côté des enfants pauvres, des fils de bonne famille, insubordonnés comme Saint-Yves, qu'on désirait rééduquer en les impressionnant par une claustration de courte durée. De Metz, par sa forte personnalité, influencera durablement Joseph-Alexandre, qui jusqu'à sa mort lui témoignera une grande vénération. Il est vrai que, loin de son père, tout allait bien. Saint-Yves resta peu de temps à Mettray et s'en alla vivre chez le curé d'Ingrande, l'abbé Rousseau, cependant que De Metz surveillait son éducation pendant 2 ans. Puis il revint dans sa famille.
Las. Ni son père ni le lycée n'avaient changé. Ce fut donc à nouveau la guerre. Ayant à grand-peine obtenu son baccalauréat en avril 1861, il avait été recalé l'année précédente, Saint-Yves, après de nouvelles incartades, fut contraint par son père à s'engager dans l'infanterie de marine. Une fois encore, de Metz intervint et lui permit de poursuivre ses études en obtenant de ses supérieurs qu'il entre à l'école de médecine navale de Brest. Il y demeure 3 ans, puis est mis en congé indéfiniment, renouvelable par suite de maladie. Pour des raisons demeurées obscures, il décide à 22 ans de s'installer chez les proscrits de Jersey, n'ayant pour suivre que les ressources modestes d'un jeune répétiteur de lettres et de musique. Son biographe, Barlet, indique seulement qu'il était attiré par les œuvres et la gloire de Victor Hugo. De fait, toute sa vie, Saint-Yves demeurera un hugolâtre fervent et consacrera à son idole des poèmes redondants. C'est alors qu'il se lie avec un autre hugolien, Adolphe Pelleport, et fréquente assidûment les deux gendres de Pierre Leroux, Auguste Desmoulins et Luc de Sage. Une rencontre pourtant va le marquer en lui permettant de s'abreuver à une source que lui avait chaudement recommandée de Metz, l'œuvre de Fabre d'Olivet, le Théosophe. La grand-mère de Pelleport, en effet, n'était autre que Virginie Faure, à laquelle une étude tenace, magistralement étudiée par Léon Sellier, a fait la réputation d'avoir été la consolatrice ou l'égérie de Fabre d'Olivet. Elle était en tout cas un personnage assez extraordinaire qui avait, dit-on, confectionné le bonnet de baptême du roi de Rome et surtout lisait dans le texte Homère, Virgile et Dante aussi bien que Shakespeare. Par elle, Saint-Yves connut nombre de précisions sur Fabre et surtout ses œuvres complètes. La guerre de 1870 le rappelle sur le continent. La Commune de Paris l'impressionne au plus haut point, et de là date son ambition de découvrir une formule politique susceptible de mettre fin à la violence dans les rapports sociaux. Pour l'heure, il devient après le conflit un modeste commis au ministère de l'Intérieur, dans les services chargés de l'étude de la presse politique. Une nouvelle rencontre, la troisième, après celle de Metz et celle de Fabre, par personne interposée, mais encore plus décisive, allait soudainement bouleverser son destin. L'un des rares salons qu'il fréquentait était à la bibliothèque de l'Arsenal, celui de Paul Lacroix, auteur d'un grand nombre d'ouvrages curieux et de romans historiques. Au cours d'une soirée, il y rencontra une femme, Marie-Victoire de Ritnitch, qui venait en cette année 1876 de divorcer d'avec le comte Édouard Fiodorovitch Keller, sénateur et chambellan de la cour impériale de Russie, et aussi conseiller privé de Sa Majesté le Tsar. La comtesse Keller avait près de 50 ans. Claire Vautier, peu rancunière et réservant ses flèches à Saint-Yves, écrit d'elle, et en l'occurrence son témoignage n'est pas sans intérêt, qu'elle avait conservé en dépit des années les restes d'une beauté jugée célèbre à l'époque du dernier Empire. Très grande, élancée, le visage un peu amaigri sous le fard qui en dissimulait habilement les rides, l'œil noir et profond rendu plus expressif par l'estompe qui en accentuait le dessin, la comtesse portait haut sa tête héraldique et imposait à tous par sa grâce fière et souveraine. De violents orages avaient traversé sa vie. Elle avait inspiré de grandes amours, de puissantes haines, semé sur sa route de nombreux bienfaits, récolté de noires ingratitudes. Elle s'était mêlée à de hardies entreprises financières et politiques, et avait même joué dans la dernière guerre de l'Allemagne avec la France un rôle assez important pour qu'il ne fût pas oublié. L'âge venant, la comtesse, qui ne fréquentait plus guère le monde, s'était prise d'un vif intérêt pour les sciences occultes en général et l'alchimie en particulier. Saint-Yves, jeune encore, bien fait, musicien, lettré et surtout connaisseur en hermétisme, ne pouvait manquer de retenir l'attention de la nièce de madame Hanska. Comme sa tante, la comtesse Keller ne recula pas devant ce que son monde tenait pour une mésalliance. Moins d'un an après leur rencontre, elle épousait Saint-Yves. Le mariage fut célébré discrètement en Angleterre, à Westminster, le 6 septembre 1877, et le couple vint s'installer non loin de l'Étoile dans un hôtel particulier, au 27 de la rue Vernet. Saint-Yves, bien sûr, quitta le ministère de l'Intérieur pour découvrir une vie nouvelle, dans un cadre que tous les témoins ont décrit comme particulièrement raffiné, servi par une domesticité nombreuse en livrée noire. La différence d'âge entre la comtesse et lui, la différence de fortune, lui firent bien sûr gagner aux yeux du tout Paris une réputation de gigolo que répandirent les pamphlets. De même fut tourné en ridicule l'échec d'une curieuse opération commerciale dans laquelle, peu de temps après son mariage, il entraîna la comtesse et quelques aristocrates. Il avait en effet résolu de mettre au point un procédé d'utilisation industrielle des algues marines. Ayant acheté un brevet qu'il compléta par des travaux personnels, il fonda une société qui ouvrit boutique sur le boulevard des Italiens. Le papier qu'elle fabriquait demeurant décidément trop gris, il fallut mettre un terme à l'expérience, la comtesse ayant englouti dans l'affaire une somme coquette.
D'autres satisfactions allaient cependant venir, puisqu'en 1880, la comtesse, dont l'ascendance paternelle était originaire de la région de Trieste, acquit une terre italienne à laquelle était attaché le titre de marquis d'Alvedre. C'est celui que prit son roturier d'époux. Ce dernier se consacra alors à son grand dessein, la synarchie. Assisté d'un secrétaire, Louis Cabrol, auquel il dicte ses ouvrages dans une sorte d'extase continuelle, Saint-Yves rédige alors une série de livres dénommés Missions. Le premier, qui paraît en 1882, était la mission des souverains. Viendront ensuite celle des ouvriers, puis la mission des Juifs, celle de l'Inde, celle de la France. C'est à cette époque que se déclenchent contre lui les campagnes auxquelles j'ai fait allusion. Dans la mission des Juifs, un étonnant ouvrage dont on reparlera, l'œuvre de Fabre d'Olivet était à peine mentionnée. Plusieurs reprochèrent donc à Saint-Yves d'avoir effrontément pillé le grand homme, au demeurant fort obscur à cette époque, sans même lui rendre hommage. Dans le rappel du 7 juillet 1885, un certain Victor Meunier, par ailleurs directeur du Cosmos, l'accusa d'avoir pillé, sans les citer, l'histoire philosophique du genre humain, la langue hébraïque restituée, ainsi que les vers dorés de Pythagore, et s'attacha à comparer minutieusement les textes. Que Saint-Yves ait fait de nombreux emprunts n'est pas douteux, mais c'était méconnaître qu'il les avait fait entrer dans un système très différent en définitive de celui de Fabre, et fort original. Toujours est-il qu'il se défendit avec maladresse et fut ulcéré par la publication du roman dont j'ai parlé, Monsieur le Marquis, qui, il faut le dire en bonne justice, est loin d'être une œuvre purement intellectuelle. Il s'agissait de régler des comptes qui n'avaient que peu de rapport avec la mémoire de Fabre d'Olivet. Ce qui est sûr, c'est que sa notoriété, qui commençait à s'affirmer auprès des occultistes, subit un rude choc. Oswald Wirth, secrétaire et biographe de Stanislas de Gaïta, occultiste renommé en son temps, écrit que ce dernier éprouva un cruel désenchantement lorsque l'auteur de la mission des Juifs fut démasqué en tant que plagiaire de Fabre d'Olivet. Ne voulant pas faire chorus avec les adversaires de Saint-Yves, Gaïta se tut, mais il ne put s'empêcher de confier qu'en fin de compte, tout ce qui est bon dans Saint-Yves est du Fabre d'Olivet, le reste, du Saint-Yves original. En quoi l'ami était aussi cruel que l'ennemi, car on verra que l'œuvre du nouveau marquis d'Alvedre était vraiment singulière. Saint-Yves n'en poursuivit pas moins son œuvre et au cours des années suivantes publia de nombreux livres, des brochures, des poèmes grandiloquents destinés à l'illustration du système synarchique. Mais la déconvenue fut grande et moins de 8 ans après la mission des souverains, il mettait un terme à l'entreprise qu'il couronna d'une épopée nationale dédiée à l'armée française, Jeanne d'Arc victorieuse, Boulanger et Desroulettes sont passés par là, qui paraît en 1890 et qui constitue, selon l'expression de Victor-Émile Michelet, pourtant plus que sympathisant, un assez étonnant, je cite, fatras de rimaillerie. Mais alors la fortune de la marquise a commencé à fondre. Le couple, contraint aux économies, émigre à Versailles, dans une demeure sise en bordure de la place d'Armes, et fort convenable d'ailleurs, puisqu'il s'agit de l'ancien hôtel de Mademoiselle au 9 rue Colbert. L'heure du grand train est passée, et la marquise, qui a atteint 68 ans, mourra peu après le 7 juin 1895. Saint-Yves, inconsolable, transforme sa chambre en chapelle. Pour lui cependant, l'étrange n'est pas fini. En 1886, en effet, il avait écrit un livre curieux auquel j'ai déjà fait allusion à propos de la légende du roi du monde, et qu'il avait intitulé « Mission de l'Inde en Europe »,« Mission de l'Europe en Asie », la question du Mahatma et sa solution, ouvrage à certains égards fantastique et qui contenait une curieuse description de l'Agartha, centre initiatique suprême dans le monde et peuplé d'êtres étranges. On se rappelle que les années 1880 furent marquées par la diffusion en Europe occidentale des idées théosophistes et orientalisantes élaborées par Elena Petrovna Blavatsky, mais dès avant que ne fût fondée en France la branche Isis de la Société théosophique, en 1887, tout un courant animé et financé par Lady Caithness, duchesse de Pomard, avait contribué à la propagation de certaines idées relatives au Mahatma, grâce notamment à la revue messianique dénommée L'Aurore du Jour Nouveau, à laquelle contribuait largement un certain Abbé Roca, disciple fervent de Saint-Yves. Mais qu'il s'agisse de la Société théosophique d'Orient et d'Occident, créée en 1882 par la duchesse de Pomard, ou de la Société théosophique tout court, chacun dans le monde occultiste adhérait à la croyance qu'il existait quelque part dans le monde des maîtres de sagesse, invisibles et généralement situés sur quelque inaccessible Tibet, où ils formaient une grande loge blanche dirigeant de manière occulte les destinées du monde. Ces Mahatmas maîtres de sagesse ressemblent bien sûr étrangement aux Rose-Croix et aux supérieurs inconnus, à ceci près qu'ils n'hésitent plus pour faire connaître leurs intentions aux dirigeants élus du théosophisme à recourir à de véritables tours de prestidigitation.
ainsi qu'Ut-Umi-Lal-Singh, Maurya, Jwal-Kul, dont les noms mêmes sont parfois des défis aux lois les mieux assurées de la linguistique. Or, vers 1885, Saint-Yves avait reçu la visite d'un mystérieux émissaire qui se disait prince afghan et se dénommait Hadji Sharif. Pour identifier cet étrange personnage, j'ai consulté des orientalistes qui ont été unanimes pour affirmer que son nom était de pure fantaisie et son faciès plus proche de celui d'un Albanais ou d'un Levantin que de celui d'un Afghan. Paul Vuillot, qui avait fort mauvaise langue, il est vrai, affirme d'après Jules Blois qu'il s'agissait d'un brahmane chassé de son pays par la révolte des Sipahs et qui s'était fait au Havre, marchand d'oiseaux et professeur de langues orientales. C'est lui en tout cas qui révéla à Saint-Yves d'Alvèdre le secret d'une autorité suprême organisée en mode synarchique, à la tête de laquelle se trouvaient 3 pontifes, le Brahmatma, le Mahatma et le Mahanga. Pourtant, l'ouvrage ne parut pas alors, car Saint-Yves, craignant les représailles de ses hauts initiés, ordonna qu'il fût détruit. Un seul exemplaire fut conservé par le comte Alexis Keller, son beau-fils, qui le remit après la mort de Saint-Yves à la Société de ses amis, qu'il édita en 1910. On sait que par la suite, la controverse devait rejaillir lors de la publication du livre de Ferdinand Ossendowski, Bête, homme et Dieu, à la suite de quoi René Guénon publia Son roi du monde. Ce qui est remarquable en tout cas, c'est l'avertissement que lançait alors Saint-Yves aux Occidentaux. Si vous ne faites pas la synarchie, je vois à un siècle d'échéance votre civilisation judéo-chrétienne pour toujours éclipsée, votre suprématie brutale pour toujours matée par une renaissance incroyable de l'Asie tout entière, ressuscitée, debout, croyante, de pied en cap, et accomplissant sans vous et à votre rencontre la promesse sociale des Abramides, de Moïse, de Jésus-Christ et de tous les kabbalistes judéo-chrétiens. Fin de citation. Sans doute non loin de l'échéance, doutera-t-on que le président Mao Tse-tung soit l'héritier de Moïse, mais comment ne pas voir que sous lui, la nation principale de l'Asie est armée de pied en cap et debout? Vers 1894, 8 années après la destruction de la mission de l'Inde, Saint-Yves reçut la visite d'un autre oriental qui, d'après Paul Chacornac, orfèvre en la matière, aurait été beaucoup plus sérieux que le premier. Rien ne permet d'identifier ce personnage. Il faut donc s'en remettre à l'avis du vieux libraire du quai Saint-Michel, qui précise que cet informateur aurait été découragé par les préoccupations sociales de Saint-Yves et par son obstination à considérer les enseignements qu'on lui transmettait non pas comme un enseignement traditionnel qu'on doit recevoir et assimiler, mais comme les éléments destinés à s'intégrer dans un système personnel. Voilà, ce sera la fin de cette première partie du livre La synarchie de Jean Saunier. Je vous dis à bientôt pour une prochaine partie. Bonjour à tous, je vais vous lire la suite de La synarchie, un ouvrage de Jean Saunier de 1971. Je vous avais lu la première partie il y a à peu près 1 an et demi, donc nous allons continuer. C'est que dès cette époque, Saint-Yves, donc d'Alvèdre, consacre toute son activité à une nouvelle œuvre encore plus importante que le système synarchique et qu'il appelle l'archéomètre. L'idée s'en était imposée à lui par une inspiration subite. Elle n'en correspond pas moins à un vieux rêve de l'humanité, puisqu'il s'agit de celui d'une synthèse concrète de toutes les connaissances. On conçoit que la chose soit malaisée à décrire. L'ayant pour ma part longuement étudiée, je ne me hasarderai pas à la définir, laissant volontiers à d'autres une telle ambition. Pour Victor-Émile Michelet, par exemple, elle se définit comme un procédé permettant d'appliquer aux sciences et aux arts une pénétration quasi mécanique des arcanes du verbe. C'est un instrument de mesure des premiers principes. Le même auteur de témoigner « J'ai vu pivoter sous les mains de Saint-Yves les cercles de carton couverts des signes du zodiaque et leurs secteurs répondre à mes questions. » On trouverait aisément un autre auteur d'illustres prédécesseurs dans son rêve, Raymond Lull et Athanase Kircher par exemple, mais aussi Francisco Sanchez, qui après avoir découvert, du moins l'affirmait-il, la racine de toutes les langues, avait construit un speculum archetypum susceptible de donner le sens de tous les mots imaginables et la clé de tous les systèmes musicaux. Ou bien encore Oene Vronsky, inventeur du prognomètre, en même temps que théoricien d'un étonnant messianisme. L'archéomètre, c'est bien sûr, en grec, la mesure de l'arché, dont parlent les hermétistes, ou l'arché. Mais Saint-Yves préfère pour sa part l'expliquer en recourant au sanskrit arka matra, dit-il. C'est le soleil, emblème central du sceau divin. Ar étant la roue radiante de la parole divine, Ka la matière primordiale. Cependant que matra est la mesure mère par excellence, celle du principe. L'ambition de Saint-Yves est donc d'inscrire cette mesure du verbe
dans un instrument matériel qui, selon Pappus, disciple de Saint-Yves, n'est autre que celui qu'ont utilisé les anciens pour la constitution de tous les mythes ésotériques des religions. C'est le canon de l'art antique dans ses diverses manifestations, architecturales, musicales, poétiques et théogoniques. Cet instrument est formé de cercles concentriques et mobiles, les uns par rapport aux autres, de telle manière que puisse être formé un nombre indéfini de combinaisons entre les signes dont ils sont couverts. Signes zodiacaux et planétaires, couleurs, notes de musique, lettres des alphabets des langues sacrées, hébreu, syriaque, araméen, arabe, sanskrit, ainsi qu'une mystérieuse langue primordiale que Saint-Yves appelle le vatan, nombre, etc. C'est donc un instrument de correspondance universelle qui permet par exemple à l'architecte d'élaborer des formes d'après un nom, une couleur, une idée, au poète d'exprimer les rapports entre les lettres et les couleurs. On songe inévitablement au sonnet des voyelles. Et de fait, écrit encore Pappus, les rapports des lettres et des couleurs entrevus intuitivement par Rimbaud et ses imitateurs sont déterminés scientifiquement par l'archéomètre. Il n'est pas douteux en tout cas qu'une telle recherche ne corresponde très exactement à celle des poètes symbolistes, à commencer par Mallarmé, obsédé par le livre. De son système, Saint-Yves tira lui-même de nombreuses applications, musicales notamment, qui ne sont pas sans une étrange résonance. Dès 1903, il avait d'ailleurs pris un brevet destiné à assurer à une petite société l'exclusivité de l'exploitation de ce moyen d'appliquer la règle musicale à l'architecture, beaux-arts, métiers et industries d'art graphique ou plastique, moyen dit étalon archéométrique. Les recherches pourtant furent interrompues par la mort. Saint-Yves, qui s'était rendu à Pau afin de se reposer et de se soigner, y mourut en effet le 6 février 1909 à midi. Son corps fut ramené à Versailles et inhumé auprès de la marquise d'Alvèdre, au cimetière Notre-Dame, dans une chapelle étroitement entourée d'arbres magnifiques et surmontée d'une croix à 6 directions, ornée de lettres hébraïques, qui depuis s'est brisée. L'homme qui, après tant d'autres, avait rêvé de donner une paix définitive au monde, fut oublié. Tels furent le destin et les ambitions de cet homme étrange. Qui fut-il au juste? Pour qui se prenait-il? Nul doute qu'il se soit considéré comme dépositaire d'une révélation personnelle, chargé d'une mission. Il regarda toujours avec condescendance les organisations occultistes, et refusa même d'appartenir à l'une d'elles, fût-ce à titre honoraire. Il ne fut jamais, comme on l'a répété de tous côtés, grand maître de l'ordre martiniste. Fort intelligent, ses ennemis l'ont reconnu, qu'il ne lui passait rien, il paraît avoir été animé par une ambition hors du commun. Sa doctrine n'est pas, il l'affirme, la doctrine d'un homme, mais le testament historique d'un peuple. Voilà longtemps que je veille et que je vois tout, longtemps que, comme une vigie nationale, je regarde et j'écoute. Mais rien peut-être ne donnerait une idée de son caractère comme cet étrange passage de l'étonnante mission de l'Inde, où notre auteur se justifie d'avoir appelé un des ouvrages « Mission des souverains par l'un d'eux », je cite, « Les courtisans, les mondains, les flatteurs de tous les pouvoirs ignorent sans doute que non seulement dans les institutions synarchiques du cycle de Rame, mais aussi dans l'ésotérisme chrétien, régner c'est servir, regnare servire est. C'est à ce titre en effet qu'était et qu'est encore roi tout initié, et que comme tel, de droit comme de fait, il faisait et fait encore partie du conseil de ceux qui prétendent à la direction des nations. Alors à ce propos, je pense qu'il faut lire Alice Bailey. Les temps sont passés heureusement où l'antique sagesse devait se cacher sous le masque de la folie. Mais les temps sont revenus, Dieu en soit loué au plus haut des cieux, où le verbe direct peut et doit entrer en action et parler au pouvoir de la terre, pour peu qu'il se trouve un missionnaire au cœur assez humble pour s'adresser au roi comme l'un d'eux. Enfin, pour terminer cette mission par un vœu, vienne le jour d'un concile œcuménique européen où soient représentés tous les cultes, toutes les universités, toutes les loges du 33e degré, toutes les directions souveraines, et puissais-je être convié d'y venir exposer et défendre la loi synarchique de l'histoire et des sociétés humaines, assisté de 2 mages de l'Agartha. Fin de la citation. Délire grandiose, sans doute pour une large part. Encore convient-il, pour l'apprécier exactement, de se rappeler qu'il n'y a pas moins d'excès et d'outrance verbale que chez tous les auteurs sociaux, entre guillemets, du XIXe siècle. Certains jours même, Saint-Yves apparaît beaucoup plus réaliste que nombre d'entre eux. On oublie trop en effet que, selon la formule de Maxime Leroy, le romantisme, le littéraire et le social du XIXe siècle est une longue hallucination. Ce n'est pas seulement Victor Hugo qui pense en prophète ministre de Dieu, mais aussi Balzac, Vigny,
Benjamin Constant a eu lui-même, le comte Molé l'a relaté, ses heures de démence satanique chez Madame de Krüdener. Sainte-Beuve, fait plus extraordinaire, s'imagina un jour avoir vu Hugo se réfugier à Patmos avec son aigle comme compagnon de méditation. Tocqueville parle du mouvement démocratique avec une terreur religieuse, sa raison défaillant visiblement devant sa vision. Pierre Leroux, Cabet, George Sand vaticinent avec intempérance, faisant du céleste éloquent avec le plus prosaïque profane. C'est certainement Comte qui a donné de ce temps l'image qui semble la plus ressemblante, ayant avec une imagination dialectique inégalée mêlé savoir et hallucination dans son extraordinaire doctrine, Vézanie et raison, scientisme et religion confondus singulièrement. Encore ne sont cela que quelques exemples qu'on pourrait multiplier et illustrer d'une manière qui surprendrait assurément nombre de nos contemporains. Il montre bien en tout cas que Saint-Yves n'est pas un auteur aussi singulier qu'on pourrait le croire. Tout au contraire, apparaîtrait-il plutôt comme l'un des derniers utopistes du XIXe siècle, lequel en avait tant vu que sa mémoire saturée ne le porta guère à conserver la trace de celui-ci. La synarchie serait-elle donc une nouvelle utopie ? Assurément, si l'on retient la définition de Plekhanov, disciple de Marx, pour qui est utopiste quiconque recherche une organisation sociale parfaite en partant d'un principe abstrait. Tel est bien en effet l'un des caractères essentiels du système synarchique selon Saint-Yves, qu'il définit comme une loi qui, étant celle de l'organisation normale des sociétés et du même coup la loi de l'histoire, il s'ensuit naturellement que cette loi est à la fois volonté et représentation. Volonté, c'est-à-dire un programme d'action politique, représentation, c'est-à-dire un moyen de déchiffrement de toute l'histoire, une véritable herméneutique. C'est bien ainsi d'ailleurs que Saint-Yves l'a exposé dans ses missions historico-philosophiques dont l'objet est de démontrer que depuis l'Antiquité la plus reculée, cette synarchie a été la seule organisation sociale satisfaisante et durable. La synarchie comme volonté. En tant que programme d'action et de rénovation politique, la synarchie se présente comme une analyse de la réalité sociale, au terme de laquelle la vie de chaque communauté humaine considérée comme un organisme clos doit, pour être satisfaisante, réaliser une harmonie complète entre trois fonctions principales comparables à celles qui existent dans chaque être humain. Ces trois fonctions sont analysées par Saint-Yves et ses disciples dans des termes de biologie sociale. La première fonction, qui est à la base, correspond au corps de l'homme. Elle se définit en termes de nutrition, c'est l'économie. La seconde fonction sociale correspond à l'activité, à la volonté comme à l'âme. Elle assure les relations entre les hommes par la voie de la législation et de la politique, au sens large du terme. La troisième, l'esprit, concerne la science, la religion et l'enseignement qui doivent guider toute l'activité humaine, puisque seuls ils visent les fins dernières de l'homme. À partir de ce schéma simple et 1000 fois répété par Saint-Yves, se développe la deuxième idée essentielle du système, qui est qu'à chacune de ces fonctions doivent correspondre des institutions spécifiques, organisées de telle manière que les trois pouvoirs sociaux coexistent harmonieusement sans que l'un domine les autres. Telle est l'explication du mot de synarchie. Gouvernement d'un État, autorité exercée par plusieurs personnes ou plusieurs groupements à la fois. Telle est surtout l'explication de la ferme condamnation par Saint-Yves du centralisme étatique et du parlementarisme non spécialisé. La centralisation à outrance de l'État, la concentration qu'il a faite de tous les pouvoirs nationaux dans un seul fonctionnarisme directement sous sa dépendance, a eu peut-être son utilité vis-à-vis de l'Europe militaire et diplomatique. La vraie souveraineté, soit de la couronne, soit du peuple, est ainsi passée peu à peu par des intermédiaires, dans une machine automatique, dans une société anonyme sans conseil d'administration responsable, dans l'État, maître par le fonctionnarisme de tous les corps constitués de la nation.